Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 30. Les parchemins de Ketsui. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme toujours, moi c'est Xavier et à mes côtés... Fred, bienvenue. Merci Xavier, ça va ? Ouais, et toi, comment ça roule Fred ? Je suis content de te retrouver, content de retrouver les auditeurs et aujourd'hui on enchaîne sur une série qui nous fait plaisir. Déjà on enchaîne juste à reprendre au fait de la lecture des livres dont vous êtes le héros, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Et ça s'explique par pas mal de projets perso. Fred, je t'en parle un petit peu là, comme ça je peux aussi renseigner nos auditeurs, je pense que ça fera plaisir. J'ai donc forcément il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu beaucoup de podcasts en début d'année parce que voilà je travaillais sur un documentaire, trois documentaires, ça s'arrête plus, deux qui ont été financés par Kickstarter, qui sont des documentaires canadiens, pas québécois mais Ontario. Donc la province qui est voilà juste à côté. Un de ces documentaires, je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Rob McCallum, et avec lui j'ai bossé sur un qui s'appelle Missing Mom. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais connu sa mère, et il a réalisé un documentaire où il part à sa recherche, avec vraiment peu de preuves ou de renseignements. Donc voilà, je l'ai aidé à faire tout ce qui est graphisme visuel, des petites cartes en scrolling, des papiers qui font genre détective privé, juste pour dire qu'en fait on a donné un petit côté polar en fait au docu. Oh, c'est cool, et puis le polar, ça te tenait à cœur, te connaissant. Exactement. Ouais, exactement. Donc c'était un vrai plaisir, mais voilà, ça prend du temps. Le deuxième projet qu'on a fait, c'est ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment savent, ils en ont déjà entendu parler. Le Nintendo Quest. C'est un documentaire sur lequel j'ai travaillé pendant l'année 2013 et 2014. J'étais chef motion designer dessus, donc voilà, je m'occupais en général de toutes les animations, tout ce qui était graphique, que ça soit à 3/4, texte sur l'écran, ou juste des séquences complètes animées. Donc c'était un documentaire qui parlait de l'histoire d'un homme qui part en road trip dans l'Amérique pour collectionner les, je crois que c'est 700 plus jeux officiels de la Nintendo, sans l'utilisation d'internet. Et le troisième docu sur lequel j'ai bossé, le deuxième en fait on travaillait sur une web émission du Nintendo Quest qui est non officiellement la suite. Voilà, je travaillais avec Rob là-dessus, je faisais pas mal de plans de magasins de jeux vidéo, des petites animations, des petites choses. Et le troisième que je fais, c'est un projet qui sort bientôt. Pour l'instant, je sais pas s'il y aura une garantie avec une traduction française, mais s'il y a assez d'argent, ça peut se faire. C'est un documentaire grand budget. Si je me trompe pas, c'est dans les $30,000. Et ça va s'appeler donc Box Art, et c'est un docu qui va parler donc des plus grands dessinateurs des boîtiers de jeux vidéo, que ça soit l'Amstrad, l'Amiga, la Nintendo, la Super NES, PlayStation 1, PlayStation 2, voilà, toute génération, depuis le jour 1. La classe, et est-ce qu'il y a des stars du dessin de... Il n'y a que des stars du dessin dedans. Et on a l'illustrateur de Castlevania, de Sonic, de Megaman, et on a aussi les illustrateurs de Rockman et Megaman, donc l'illustrateur japonais, l'illustrateur américain, et on a un illustrateur européen, je me souviens plus quel pays de l'Europe il était, mais qui avait fait donc les jaquettes de Megaman qui étaient très différentes, les versions PAL étaient très différentes des versions NTSC. Et des versions CPC, Commodore, Atari 500 ST. À cause du marché noir, il y a eu une production. Mais bon, voilà, là, on parle bien sûr de véritables jaquettes. On va aussi parler donc des knock-off. Donc, c'est des versions, comme tu disais, Fred, des versions pétées, mais bon, voilà, qui étaient vraiment intéressantes. Des fois, il y avait des artistes qui se déchiraient vraiment pour des copies, parce que bon, à l'époque, les jeux vidéo, c'était sur cassette audio. Il suffisait de faire une copie rapido, c'est boum, on jouait. Oui, mais combien de fois t'as acheté un jeu aussi juste pour la jaquette et derrière t'avais les images du jeu, c'était pour les versions les plus puissantes, et toi que t'arrivais chez toi, le jeu était monochrome et tout. C'est ça, ouais. Donc on va moins parler en fait du jeu lui-même et plus sur l'illustration. Bon, je pense qu'on va aussi parler un peu du jeu, pourquoi justement on a choisi cette illustration, mais tu sais, on va pas aller en in-depth, un peu plus approfondi sur le jeu lui-même, quoi. On va rester vraiment sur le côté artistique, mais on a vraiment de grands artistes, je veux dire Metroid, Donkey Kong, on a beaucoup de gens de chez Nintendo, énormément de gens de chez Sega, on a beaucoup de la TurboGrafx 16, la Bandai, on a vraiment, tout est couvert. Donc voilà, pour l'instant c'est un projet qui est prévu pour 2017, il y a toujours le Kickstarter là qui est en cours, donc on a toujours besoin d'un peu de finances. Pour les bilingues qui nous écoutent, voilà, allez sur Google, tapez Box Art Documentary
Et voilà, donc ça a pris du temps, gros boulot, j'ai dû mettre les podcasts de côté, je me dis là c'est une exception, il faut que je me lance là-dessus, et puis je reprends les podcasts, et voilà, donc Fred, nous voici, j'ai enfin le temps de me remettre à la lecture des livres dont vous êtes le héros. Bon, kickstartons et puis croisons les doigts pour tout ce travail. On espère que ça se passera bien. Et puis, et nous, on va enchaîner sur une jolie aventure aussi sur Old School. Exactement. Et je te propose, Fred, pour se lancer dans le bain, pour reprendre donc l'univers du ninja, qu'on s'écoute un petit morceau d'un des artistes qu'on aime bien pour la voix du tigre, Jupiter 8. Et je te propose, là, pour se mettre dans le bain, on s'écoute Yamata no Orochi. Oh, ça me donne envie de... Disparaître? Allô? Merde, il est où? Il est où? Il a disparu comme un ninja. Bon voilà, ça y est, on est tout de suite dans l'ambiance, dans l'univers. Ça fait bien un petit mélange d'instruments folklore japonais avec énormément d'intros 80s. On a l'impression d'être en 86 dans une salle de cinéma où on vient de voir La Revanche du Ninja épisode 4. Et Fred, avant de lancer la musique, j'étais tellement dans mon élan. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais toi ces temps-ci ? Bah moi, boulot, c'est pas aussi passionnant ni chronophage que toi, mais on en a notre projet ensemble qui me fait pas mal cogiter. Puis sinon, je suis sur un projet perso. Mais comme c'est les débuts, pour l'instant, je garde ça pour moi, voilà. Ok, très bien. On va pas trop aussi parler de notre projet tous les deux en commun. Juste comme on l'avait dit dans les précédents épisodes, voilà, on est en train d'écrire un livre dont vous êtes le héros. Pour dire rapidos, Fred, on a maîtrisé l'univers, les lieux, et on a notre fil rouge. Donc voilà, le fil rouge, bien sûr, c'est le scénario. Donc la trame principale, le scénario principal à travers le roman. Maintenant, voilà, il nous reste à créer encore, développer les personnages, à développer un peu l'aventure, et puis après, on se mettra sur le tableau à dessiner les cases et à préparer justement les lignes, les paragraphes et à continuer la construction. Et Fred, d'ailleurs, on peut partager l'information pour ceux qui veulent écrire des livres dont vous êtes le héros. Il y a énormément de logiciels gratuits sur Google Docs. Hein.
Ah ouais, ils sont géniaux. Nous, grâce à ça, on va passer à une étape supplémentaire et on va vraiment parce que la structure d'un jeu de rôle, c'est un peu différent d'un roman ou de la narration, donc ça se rapproche un peu du jeu de rôle. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour y voir clair, quoi. Donc il y a aucune difficulté. La seule limite, c'est l'envie et la créativité. Donc ouais, ce serait cool. On pourrait même faire des concours de livres dont vous êtes le héros nouveau. Voilà, ce serait des trucs intéressants. Il y a un stock que tout le monde connaît par cœur et peut-être ce serait bien de renouveler un peu le genre en amateur. C'est toujours sympa, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Nous, on fait quasiment tout via web avec connexion directe. Comme ça, les informations sont partagées. On sait tout de suite qu'on a une idée, qu'on a des notes. C'est vraiment pratique. Très pratique, hein, vu qu'on habite assez loin l'un de l'autre. Voilà, c'est comme si on était dans la même pièce des fois. C'est clair. C'est cool. Voilà. Fred, passons au courrier des lecteurs. Oui, au courrier des lecteurs, vas-y. C'est con, on n'a pas de jingle pour le courrier des lecteurs. Attends, tu en fais un? Je pensais plus à prendre des bruitages, créer un petit truc au montage. Mais vas-y, je t'en prie. Courrier des lecteurs. tous les deux en canon. Je suis mort de rire si un de nos auditeurs prend ta voix là et la fait en jingle avec de la musique et tout. Ouais, lance pas des vieilles modes. On peut faire des trucs sympas, attends. Ça, on va le couper au montage, ça. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'on va le laisser dedans. Alors, Fred, on a eu des nouvelles de Fabien. Alors, si tu te souviens, Fabien, c'est un de nos amis et aussi notre scénariste de certains épisodes pop culture du podcast dont vous êtes le héros. Fabien, j'avais travaillé ensemble avec Fabien et il m'avait écrit complètement l'émission sur les Chevaliers du Labyrinthe. Ah bah c'est cool, ouais. Donc voilà, Fabien qui récemment, comment dire, tu sais, on en avait discuté, il s'était fait une vilaine blessure et il était en rééducation, était coincé en fauteuil roulant. Donc voilà, et j'ai eu des nouvelles de Fabien, il va beaucoup mieux. Il a vraiment rééducation est en train de bien se passer et il est en train de reprendre du poil de la bête. Et donc voilà, je voudrais lui faire un grand salut du podcast, tous les deux ensemble avec Fred. Et qu'on lui souhaite une bonne guérison et une bonne continuation. Enfin, bonne continuation, tu parles. On va dire un prompt rétablissement et puis qu'il profite de cet instant malgré tout pour se ressourcer. Exactement. Ce qui nous tue pas nous renforce, comme on dit. J'espère que il rebondira et que tout ira bien maintenant que ça sera derrière lui. Ah, il rebondit bien là, donc ouais. Et puis il y a un épisode bientôt que je vais faire en solo, Fred, qui est écrit par Fabien, donc sur une saga de jeux vidéo de la Nintendo. Je réserve la surprise, même si je crois que je l'ai déjà dit dans le Facebook ou quelque part. Bref. Voilà, qui nous écrivent plein de trucs comme ça pendant son temps de sport, et puis... c'est ce qu'on est en train de faire, là. Enfin, je dis c'est plus Fabien qui fait tout le boulot, et d'ailleurs, voilà, super travail, Fabien, merci pour tout. Fabien est en train de nous préparer un épisode pop culture, et là, par contre, je dirai rien. Je garde l'épisode surprise jusqu'à ce qu'il sorte. Plein de bonnes choses, heureux pour Fabien. J'ai aussi reçu un mail, j'ai repris la conversation avec Paul Gresti, et je voulais lui dire salut, voilà, on a repris contact et je suis en train de préparer donc un interview avec lui sur l'univers des livres sur lesquels il travaille, donc les Fableland. Fableland, voilà, c'est une saga qui est assez connue et intéressante. Fred, je crois que toi ça va te donner envie de les lire. Oui, on en avait déjà parlé, effectivement. Voilà, exactement, où chaque livre en fait c'est un univers spécifique dans le royaume et tu peux le faire complètement dans les désordres. Et puis un mail de Joe Martini. Joe, franchement, qui a toujours la pêche quand il nous écrit. Il nous félicite sur notre dernier épisode. Voilà, avec Jean-Michel, qui est d'ailleurs bien en forme. Donc voilà, je voulais dire merci Joe. Ça fait toujours un plaisir de lire tes mails. Et merci de ton enthousiasme. Et puis voilà, de nous suivre. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ah oui, celui sur l'histoire du Japon était très intéressant. Le podcast, je suis content que ça ait plu à nos auditeurs, parce que c'est vrai que ça change un peu. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et Jean-Michel était en pleine forme, comme tu disais. Ouais, non, c'était assez cool. Ça donne envie d'en faire un peu plus. On fait souvent les questions des auditeurs. Et il y a très longtemps, on avait fait un podcast info, mais j'aime bien, tu sais, qu'on change enfin, c'est pas je veux dire, le but, bien sûr, du podcast, c'est qu'on continue à lire les livres de nos héros, qu'on partage nos aventures. Mais voilà, mon but, justement, c'est d'avoir tous les mois 2 épisodes, un pop culture, et le deuxième, bien sûr, qui est consacré à un des livres dont vous êtes le héros. Fred, je te propose de passer à l'aventure. Je suis prêt parce que... Belle aventure. Belle aventure, hein. Indeed. Et là, ça tombe bien parce que j'ai un jingle. Jingle. Allez, c'est parti. Nous voici de retour dans La Voix du Tigre. 2e volume de la saga
qui se nomme Les Parchemins de Ketsouin. Ketsouin Non, c'est comme Gwendar, ça se prononce Ketswin. Ketswin. Je le vois comme ça. Ketswin, ok, très bien, Ketswin. Fred, avant qu'on reprenne l'histoire, je te propose qu'on résume les 3 dernières disciplines qu'on avait, et surtout la nouvelle qu'on ait pris. Donc, qu'est-ce que t'avais et qu'est-ce que t'as pris de nouveau? Alors moi, ce que j'avais de base, j'avais œil d'aigle, évasion, crochetage, et j'ai gagné acrobatie grâce à Quan. Ok, cool. Cool, ouais. Donc moi, j'ai l'œil d'aigle, l'acrobatie, l'escalade, le crochetage des serrures, et là, j'ai pris le nouveau pouvoir, enfin, pas pouvoir, mais comment dire, la connaissance, en fait, de la détection et la neutralisation des pièges. Et en plus, t'as le coup spécial. Ouais, exactement. Et là, je peux te dire qu'il m'a beaucoup aidé dans ce volume. Hein. Et attends, mais donc, du coup, t'as 6 trucs, là. Bah, enfin, le coup spécial, c'est plus une technique de combat. C'est pas vraiment une connaissance que je peux... c'est plus une technique de combat. Le truc, c'est là... Comment il se fout de ma gueule? Non mais attends, parce que moi j'en ai 4 et toi tu m'en as annoncé 5. T'en as gagné un aussi de... Oh là là. Non, j'ai l'œil d'aigle, l'acrobatie, l'escalade, le crochetage des serrures. Voilà, t'as les 4 de base, non? 3 de base, attends. Normalement t'en as 3 et t'en gagnes 1. Ouais, bon, oui, je crois que le crochetage des serrures et détection et neutralisation des pièges... c'est la même. C'est la même, ouais. Donc c'est ça, j'en ai 4. Hein. T'inquiète pas, sois pas trop jaloux. Bon, tout va bien. Ouais, mais bon, tu vas voir quand je vais te raconter quand le coup de pied m'a été utile. Je crois que toi, t'as dû souffrir pendant ces passages. Le coup de pied de Quan, la botte secrète de Quan, si je me trompe pas. Allez, c'est parti. La fuite de la forteresse. Alors, Fred, pour nos éditeurs, voilà, je te propose. J'ai fait un découpage de l'aventure par les lieux. Et je te propose que l'un à la suite de l'autre, voilà, on raconte un peu ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu veux bien me raconter, toi, ce qui t'est arrivé pendant ta fuite? Et est-ce qu'on parle pas de la couverture rapidement? Oh, mais t'as bien raison, là. Mais je suis chaud, moi. Je suis tout de suite dans l'aventure. Ah ouais, là. Chaud, mais parce que moi, pour une fois, la couverture, je l'ai trouvée sympa, alors je voulais qu'on en parle. Ouais, parlons-en. Pour la décrire, on voit justement Ninja. Donc nous, qui se trouvons dans un tombeau avec au fond on voit un escalier qui amène vers un couloir avec de grandes pylônes de marbre vert, on dirait du jade, et on voit un effondrement au premier plan où se trouve une sorte de créature 1000 pattes, corps scorpion, avec vraiment le torso. Alors comme moi ça me fait penser tout de suite au personnage de Mortal Kombat, voilà Goro ou Kintaro. Exactement. Voilà, et qui est cette fois les yeux rouges avec une bouche de démon avec des dents aiguisées. On dirait même pas qu'il a des lèvres. Avec bien sûr, comme Goro, il a ses sortes de protection au poignet de cuir avec des petites boules de fer dessus. Il a quand même des bijoux, il a des colliers, des brassards. Et tu vois, ce qui est marrant avec Goro, c'est que ouais, il ressemble beaucoup à Goro, sauf qu'il a un corps reptilien. Oui. Et Goro, à la base, a été inspiré un peu des Simba, des contes des Mille et Une Nuits, tout ça. Et on avait déjà fait cette référence dans l'univers d'Orbe, qui avait ces références-là aussi qui se mélangeaient avec le médiéval fantastique entre guillemets, plus les ninjas. Ouais, les contes et légendes grecques et mélange des médiévals fantastiques. Et surtout dans cet épisode 2, il y a une nouvelle inspiration qui vient d'arriver, c'est le Japon médiéval. Spoil avec des... Attends, on attend le moment. Mais juste pour annoncer comme quoi, voilà, ce volume-là, on rentre vraiment, on a l'impression d'être à l'époque. Attention, si Jean-Michel nous écoute, et j'en suis sûr qu'il est, à l'époque Sengoku. Sengoku, comme le personnage de Dragon Ball Z, c'est ça? Facile à retenir. Ouais, aussi, je veux dire, t'en as pas un autre à citer? Il y en a beaucoup des Sengoku connus. Et puis, je crois que celui de Dragon Ball, c'est Son Goku et pas Sengoku. Ah oui, peut-être que... Vas-y, faux nerd, va. Ah oui, je suis pas nerd du tout. Vas-y, faux otaku, va. Je suis ni otaku. Et donc, on voit des ninjas qui se préparent à donner... Alors, c'est quelle technique, Fred, sur la jaquette? Moi, je dirais que c'est un point de fer. Oui, le point du tigre, ça s'appelle, non? C'était sûr que c'est... Oui, c'est le point de fer, t'as raison. Le point de fer, parce que ça, c'est une autre technique, le point de tigre. Oui, t'as raison. Le point de fer, c'est... on met toutes les forces... C'est la patte du tigre, l'autre. C'est le sort de chop, là, au niveau du cou. Donc voilà, le point de fer, une technique assez pratique pour donner une crise cardiaque à l'adversaire. Hein. Bah là, on vise pas trop sa crise cardiaque, là. Si on regarde, on vise un peu ce... En fait, c'est un espèce de Goro reptilien. Ouais, mais en effet, c'est vraiment une chouette jaquette. Et je crois qu'on est obligé dans l'aventure de rencontrer le monstre, non?
Ce monstre-là, moi j'ai rencontré, mais t'es pas obligé de le rencontrer en fait. Oui, voilà, c'est ce qui me semble. On n'est pas obligé. Donc pareil, moi aussi je l'ai rencontré. Combat vraiment intéressant. Allez, Fred, je te propose qu'on saute tout de suite dans l'aventure. C'est parti, mon kiki. C'est parti. Allez, vas-y, commence. Raconte-moi comment est-ce que t'as fui la forteresse. Oui, donc c'est ça. Faut rappeler qu'en fait, le premier livre se terminait en fait en pleine bataille. On venait juste d'éliminer notre ennemi juré. Et donc, il y avait toute sa garde personnelle, tout le château qu'on avait investi, qu'on avait infiltré, qui était après nous. Donc, on était au sommet de la tour et en gros, par le bas, les portes principales qui mènent au sommet de la tour du sorcier, bah, il y a tous ces gardes qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yaemon, le grand sorcier. Yaemon, le grand sorcier. Qu'on a abattu, justement. Et voilà, il y a tous les gardes qui arrivent. Mais il y a Maître Kwon qui est apparu devant nous pour nous guider et nous aider dans la suite de notre aventure, surtout pour nous bénir d'un nouveau savoir. Et voilà, qui, avant de disparaître, nous indique bien qu'il faut qu'on retourne les parchemins à l'île des Songes. C'est ça, faut qu'on ramène les parchemins qu'on a durement acquis à l'île des Songes paisibles, là où sont sa vraie place, vu qu'ils ont été dérobés initialement. Mm-hmm. Donc, moi, malin comme un singe, ninja de mon état, je dis, plutôt que me battre, je vais fuir. Donc, j'ai descendu la tour à main nue. À main nue? Même pas avec tes griffes de chat? Ouais, je me suis je me suis avec mon attirail de base, mais moi j'ai pas escalade, hein, donc j'ai quand même réussi. Ah ouais. J'ai quand même réussi. Par contre, c'est que la lune était pleine et que du coup, j'étais une cible visible. Donc il y a des gardes qui se sont amusés à me tirer dessus. Et là, je suis content d'être un ninja parce que grâce à œil d'aigle, je les ai chopés en plein vol. Donc trop styly. Après, du coup, j'ai descendu quelques étages et je suis rentré par une fenêtre ouverte. Du coup, tous les gardes étaient montés et moi j'étais dans leur dos. Je suis revenu dans le hall principal sous une bordée de flèches que j'ai réussi à esquiver. Je me suis allé dans une porte un peu en panique. Je crois que je suis descendu. En fait, je suis tombé dans la salle des tortures. Alors la salle des tortures, moi je l'avais pas vue à mon premier passage parce que j'avais fait une infiltration en costume. Et là, en fait, je me retrouve avec le bourreau de la salle de torture et tous les gardes dans mon dos. Alors le bourreau, je sais pas si tu l'as rencontré, il a pas l'air commode, donc je décide encore une fois de fuir et il y a un bassin d'eau qui me dit que là, je dois être près des douves, ça va me permettre de sortir, donc je plonge dans l'eau. Et là, tu fais un test de chance en fait. Il y a deux chemins. Et si tu réussis ton test de chance, tu prends un chemin. Et si tu foires ton test de chance, tu prends un autre chemin. Alors, moi, forcément, j'ai foiré mon test de chance la première fois. Oh, merde. Et là, donc, tu te retrouves à un endroit, mais même pas, t'imagines ça quand tu commences l'aventure, quoi. Tu tombes sur le monstre enfermé dans le donjon quand il fait des crises, ça fait trembler les murs. le truc quoi, il s'appelle rien que ça, il est immonde. Hein. Moi ce gros monstre, il m'a fait penser un peu à Nurgle dans l'univers de Warhammer 40 000, un être gigantesque, fétide, tout dégueu, il est difforme. Et en fait le mec il s'appelle le dieu des origines quoi. Alors, je te raconte pas le caractéristique, quand il te touche c'est 2D plus 2. Ouais, 2D c'est énorme, 2D c'est énorme, alors 2D plus 2 c'est carrément WTF. Ouais. C'est ça, c'est un peu le one shot. Hein. Le truc, tu tombes dessus quoi. Tu crois que tous les gardes, tu fais ouais j'ai esquivé les gardes, tout va bien. C'est de passer de Chariban-Silla. Encore une fois, le truc c'est là où faut pas aller, le test de malchance de merde. 22 en endurance. Alors je t'en compte pas, j'essaie de faire ce que je pouvais. Il avait une défense de merde, mais le problème c'est que dès qu'il te chope, t'es mort quoi. Donc voilà, donc je suis retourné sous les douves au test de chance, j'ai pris l'autre chemin du coup. Et là ça se passe mieux, tu sors du château et t'as plusieurs choix en fait où tu peux décider de te barrer. Alors, je pense que toi, t'as dû faire ce choix-là. Ouais, c'est ça. 3 choix nous sont proposés, en fait, pour déterminer notre destin dans l'aventure. Ouais. Je pense que tu me dises comment toi, tu t'en es sorti du donjon. Après, ouais. Alors, dis-moi juste ce chemin que t'as pris, juste pour rappeler aux auditeurs l'aventure. Donc, on peut aller au nord de Gwendak, où il y a les pics de la dent du lutin. On peut aller au sud vers la mer de l'étoile, ou continuer tout droit vers Druath Glennan. J'ai hâte de savoir quelle direction t'as pris et surtout donc comment tu t'es sorti de ce donjon maléfique. Ouais. Écoute, moi c'est pas trop différent de toi pour la fuite de la forteresse. Voilà ce que j'ai fait, au lieu de continuer vers les escaliers de la tour où on était, j'ai utilisé les griffes de chat pour utiliser l'escalade, voilà, et descendre le mur.
vers le côté, vers la cour en fait intérieure de la forteresse. Ce qui s'est passé par contre, je crois que c'est inévitable, mais un garde me détecte, il s'équipe de son arbalète et puis voilà, il m'envoie un de ses carreaux. Donc pareil que toi, j'ai pu utiliser l'œil d'aigle, j'évite de justesse la flèche, puis je continue à descendre pour me retrouver en fait dans la cour du château où il y a plusieurs gardes. Et je vois qu'ils bloquent la sortie principale. Donc il y en a un autre qui me tire un carreau et j'arrive à esquiver avec un jet de chance, voilà, sans souci. Et puis voilà, comme toi, je trouve la meute d'eau là sur le côté. Non, attends, parce que je suis dans la cour. En fait, voilà, j'ai trouvé une trappe au sol où je me suis retrouvé en fait dans le donjon du château, le bourreau en face de moi. Puis j'aime bien la description, ils disent en fait voilà que son dos est couvert de transpiration, mais voilà on est de dos à lui, il ne nous aperçoit pas. La motte sur le côté, donc voilà j'entame la nage, et tout ça pour m'échapper, me retrouver le côté du mur de la forteresse. Mais voilà, en plongeant dans les abîmes sombres de cette petite meute en fait qui se retrouve être quand même les douves du château, je me retrouve quasiment à l'extérieur, mais il y a une créature voilà, dans l'obscurité qui m'attrape et qui essaye de m'enfoncer vers les bas-fonds. Par contre, j'ai pas vraiment de description sur elle, vu que je la vois pas, elle est dans l'obscurité. Donc je la combats avec mes poings, je lui mets un bon coup de fer, voilà, patte de tigre. Je me libère en fait, je la tue pas, je me libère enfin pour retrouver à l'extérieur de la forteresse. Et voilà, comme toi, donc j'ai ces 3 choix qui nous sont proposés. Alors moi j'ai pris la direction de Druath Glennan. Bon, oui, donc c'est la ville, ça, c'est ça? Ouais, c'est la ville. Et toi? Moi, j'ai foncé vers la mer de l'Étoile, parce que c'est comme on arrivait de là, je connaissais c'était en territoire connu, donc. Bah c'est là où c'est là d'où t'es arrivé, toi. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis arrivé par là. Donc tu vois pas trop de différence, juste ces petits trucs. Je vois que toi, t'as vraiment eu le combat, t'as une description de la créature. En fait, je l'ai aussi le monstre des douves là. C'est vrai que j'ai oublié. Oui, donc tu te Attends, t'as rencontré le monstre des douves plus l'autre entité maléfique là? Non, mais en fait, je suis mort à l'autre. Mais c'est juste dire qu'il y avait un chemin parallèle. Du coup, si tu réussis ton test de chance, bah tu rencontres juste le monstre des douves, et, qui est quand même pas mal aussi. Ouais. Toi, t'as pas eu de balle en fait, mon dieu. Ah non, mais le dieu des origines, il est horrible ce truc. Hein. Ah ça, il était balèze. Alors voilà, écoute ça, et je me lance vers Druath Glennan. Donc j'arrive dans la ville. Je vois qu'il y a une auberge sur le côté. J'imagine l'ambiance c'est la nuit, clair de lune, obscurité, peu de gens dans les rues. On entend du bruit qui vient des tavernes. Peut-être qu'il a plu il y a 2-3 jours, donc c'est encore Gadoueux, la rue principale de la ville. Je vois une auberge qui s'appelle l'Hydre. Le livre me propose justement de me rendre dans les lieux, de se reposer. Mais je me dis bon voilà, je suis en fuite quand même. Et je pense qu'une auberge, ça sera un lieu qu'ils n'hésiteront pas à fouiller tout de suite, les gardes de Yaemon. Donc j'ai décidé de continuer mon chemin. Je continue et puis je me rends dans une rue adjacente pour pas être vu. Et à ce moment-là, il y a une sorte de colombe blanche qui vient se poser sur mon épaule et qui laisse tomber au creux de ma main une petite perle en fait. Puis elle s'envole. La perle s'ouvre et il y a un petit bout de papier que je déplie délicatement et sur lequel je peux lire un message énigmatique. Voilà, qui est, enfin, pas si énigmatique que ça, tu vas voir, c'est « Fuyez aussi vite que vous le pourrez. Fuyez les villes par le chemin le plus inattendu. Fuyez, vous êtes surveillés. » Donc voilà, en même temps, il en profite pour faire une petite rime. Qu'est-ce que tu veux ? Je décide de fuir, hein. Donc, par le chemin le plus inattendu. Par le mur, je me dis peut-être. Donc voilà, je pars par le mur du nord. Donc on regarde la carte, en fait, l'île des songes, il faut se rendre toujours vers l'ouest. Mais là, bien sûr, bon, je m'échappe la ville par le nord. Et aparté sur la carte, elle est très bien, elle est bien détaillée, tout ça. Ouais. Et encore le problème, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas sur la carte, quoi. Bah ouais, la ville de Druath Glennan n'est pas dessus. Et puis même l'île, il y a une île qu'on va découvrir sur le trajet du retour vers l'île des songes paisibles, qui est pas sur la carte. Donc l'île des songes paisibles et une autre île où on passe l'aventure ne sont pas présentes sur la carte. Ouais, la carte est, c'est en fait il y a pas mal de régions au nord et au sud, mais on n'a pas vraiment. En fait, ils ont décalé la carte légèrement en direction, on va dire nord-ouest, pour qu'on voit le nord et les côtes, mais en fin de compte, c'est pas trop les. Ouais. On aurait bien aimé avoir les îles aussi sur la carte, quoi. Je pense qu'ils auraient dû la faire à l'horizontale et pas à la verticale, la carte, sur la page. On a eu plus de choses. Ou changer d'échelle, tout simplement. Ouais, de toute façon, je pense que personne ne va au sud dans l'aventure, donc ça sert à rien de laisser les côtes du sud. On sait pas, hein. On verra. Comment ça, encore les chemins de traverse. Ça.
Alors voilà, écoute Fred, je commence à grimper le mur, et là je rencontre une femme avec le visage d'un chat qui m'aperçoit, qui me lance un petit sourire, c'est un peu douteux. Et puis avant de elle me lance ce sourire, et puis hop, elle se précipite vers les gardes pour leur prévenir que je suis en train de m'échapper. Alors bon, mon personnage ne le sait pas, moi je sais pas, mais je sais comme on a discuté dans le précédent épisode, toi t'avais pas fait un voyage... Non, sur la mer de l'Étoile, La mer de l'Étoile. J'avais navigué, ouais. Ouais, t'avais une femme chat qui était avec toi, non ? Oui, j'avais une femme chat à qui j'avais sympathisé, qui était sympathique. Bon, bah, préfère-toi largement que moi, hein, parce que moi, elle me dénonce tout de suite aux gardes. Et est-ce qu'il te propose de dire si tu l'avais déjà rencontré ou pas ? Non, justement, assez intéressant. J'ai pas eu ça du tout. Peut-être qu'il y a plusieurs de ce peuple-là. Donc les gardes, en fait, ils lancent les chiens à ma trace, et puis je décide donc de me lancer une des directions qui me semble la plus intéressante à suivre, c'est pour perdre les cavaliers et les chiens qui sont à ma poursuite. Je me lance donc au nord, vers les pics de la Dent du Lutin, les montagnes qui se trouvent au nord de la forteresse. Et je peux te dire que là, j'ai dû faire un détour incroyable à l'intérieur des montagnes. Donc toi, qu'est-ce que t'as fait, Fred ? Oui, comme moi je disais, comme j'étais venu de la mer de l'Étoile qui était au sud, je savais que c'était pas trop loin de la forteresse. En plus, en fait, dès que je me suis séparé du monstre des douves, donc ouais, tout de suite, tu sais qu'en fait, ça a des chiens qui sont à ta poursuite. Je me suis dit, les chiens dans l'eau, au moins, ils vont me laisser tranquille. C'est comme c'est proche, j'ai peut-être une chance d'y arriver, parce que en fait, dès le début, te mettre la pression, ces chiens, parce qu'il y a pas mal de paragraphes où ils te décrivent la poursuite. Donc là, le rythme, il monte direct. Déjà, tu viens de t'enfuir d'une forteresse, tu viens de te taper. Là, tu fuis, t'as des chiens aux trousses. Et en fait, du coup, moi, ils m'ont proposé de faire quelques astuces. J'ai déposé du poison araignée en fait sur le sol pendant ma fuite. Et sur la meute de chiens qui me poursuivaient, qui était assez nombreuse, les humains étaient largués. Sur la meute de chiens qui me poursuivaient, il y en a plus que deux qui me poursuivaient, on va dire, sur une demi-douzaine. Donc j'avais gagné un peu au change. Et plus je me rapprochais de la mer de l'Étoile, après une longue course haletante, et plus ils étaient à mes talons. Donc au bout d'un moment, j'ai dû me retourner. Les deux, ils sont arrivés, donc c'est des molosses, hein, c'est des, je sais pas si, bon, c'est plus c'est un dessin, mais en gros, ça ressemble un peu à des rottes ou à des barouches, quoi, des gros chiens. Et j'en ai réussi avec une shuriken, j'ai réussi à en égorger un, cool. Et le deuxième, il m'a bondi dessus, mais c'était pas un adversaire trop coriace, on va dire. Donc avec quelques coups de cheval ailé, je m'en suis débarrassé et j'ai pu fuir et atteindre enfin cette mer de l'Étoile, quoi. C'est intéressant là comment les chemins se divisent, l'aventure change vraiment l'un à l'autre, hein. Parce qu'on retrouve quand même être poursuivi par les chiens tous les deux. Puis par moi il y avait des cavaliers en plus, toi aussi. Moi non, c'était de mémoire, c'était des hommes à pied, et surtout j'avais lancé les chiens à mes trousses parce que ouais, j'avais tracé quoi. Moi j'ai eu la cavalerie quoi qui partait à ma recherche. Donc écoute, moi c'est les pics des Dents du Lutin, et toi c'était quoi alors la destination qui change avec les chiens en trousse ? Le sud et la mer de l'Étoile. Écoute Fred, voilà, moi je me lance dans les pics de la Dent du Lutin. Tu m'excuseras, ça va durer un tout petit moment, parce que là, il m'est arrivé des choses incroyables. Donc, je commence à escalader la montagne et à m'éloigner des cavaliers et des chiens de chasse. Continuer à grimper, je commence à me sentir un peu plus sécurisé. Et puis là, je marche sur une trappe, en fait, qui se trouve être une sorte de piège. Et je me retrouve dans un tunnel, c'est un peu aménagé comme un toboggan, qui me fait glisser dans les abîmes des montagnes. Et la dernière fois que t'étais allé dans des montagnes, c'était bien passé déjà pour toi, je crois. Non, pas trop en fait. Je me suis fait emprisonner pour le tournoi des gladiateurs. Ah oui, attends, c'est trop fort le tournoi des gladiateurs, moi j'ai loupé ça. Là tu vas voir là ce que t'as dû louper. Alors parce que là c'est incroyable. Enfin je peux te dire, moi j'ai loupé des choses assez intéressantes avec toi peinard, sur un bateau, à discuter avec une femme chat, taper la conversation tranquillou. J'aurais bien voulu faire ça. Ouais. Alors bon, j'allume ma torche. Voilà, je commence à éclairer un petit peu et je vois que je peux pas regrimper le tunnel que je viens de descendre. Donc je continue. Je parcours de longs tunnels souterrains sous la montagne. Ça dure un bon moment. Je commence vraiment à fatiguer, comme j'ai couru vers ces montagnes avant. Ce que j'aime bien, voilà, de l'écriture, Mark Smith et Jamie Thompson, c'est ce côté où on sent vraiment la fatigue de ninja.
On sent vraiment la faim, l'envie de se reposer, le fait que tu cours beaucoup. Donc c'est des petites descriptions que j'aime bien parce que voilà, ça nous aide vraiment ça nous aide en fait avec l'immersion quoi de l'aventure, de vraiment de choisir les destinations que l'on va prendre. Oui, moi il m'a proposé même de m'arrêter quand il y avait un arbre rabougri là pour affronter mes poursuivants. Tu parles, c'était les mauvais plans. Alors monter à l'arbre pour vous protéger des fauves. Ouais, mais après il y a tous les humains qui arrivent. Aïe. Bon bref, la course était vraiment haletante. Moi ça m'a mis du rythme tout de suite. Et, franchement, par rapport au premier, moi je trouvais que l'aventure, du coup, il n'y avait pas de temps mort parce que dès le début, ça. Bah écoute, voilà, je continue sous les montagnes, je cours, et puis j'arrive donc à un croisement où il y a une lumière qui émane d'un des tunnels. Je crois que ça va te faire marrer, ça. Donc, écoute, je suis curieux, je vais voir ce que c'est, cette lumière. Hein. Je sais que c'est pas une lumière extérieure. Elle est pas verte. Attends, t'es pas loin, t'es chaud. Je regarde à travers, et qu'est-ce que je vois ? Je vois une horde de gobelins qui sont posés autour d'un grand feu de camp. Pas de magie. Et il y a un petit beau gobelin qui m'aperçoit et qui commence à crier. Il y a sa mère qui lui fout une baffe pour se taire, mais en fait... Juste après ça, elle voit en fait pourquoi son gamin était en train de crier. Donc elle m'aperçoit. Au plus vite, elle commence à se lever, à appeler les autres gobelins, à partir à ma poursuite. Donc ok, je me dis bon, les gobelins c'est classique, ils sont pas gentils, ils vont partir à ma rescousse. Je me disais peut-être que dans l'univers de Orb, peut-être qu'il y aurait des gobelins, tu vois, qui sont pas toujours méchants, qui veulent bien discuter, mais non, pas de bol, ceux-là ils veulent me bouffer. J'allais faire confiance à des gobelins. Donc voilà, je m'enfuis, mais bon, forcément, ils arrivent à me poursuivre à la lueur de ma torche. J'arrive devant un autre croisement où il y a une pierre, on dirait, de sacrifice en face de moi. Et j'en suis sûr et certain qu'il y a un monstre dans les environs. Donc je me retourne et en fait, je vois donc non seulement cette pierre, mais je vois aussi un autel de sacrifice. Juste derrière l'autel, je vois un équivalent de ce qui semble être un beholder, mais sans l'œil au milieu. Tu sais, dans le centre, c'est plus les tentacules, et au bout des tentacules, il y a les yeux. Je me dis, bon, oh là, qu'est-ce que je fous là ? C'est pas bon ça, Fred, tout seul face à un beholder. Puis, le beholder, il appartient à quelqu'un, c'est souvent ça. Bah ouais, mais je pense que les gobelins, ils font des sacrifices pour le beholder. Je me dis que si je suis mal barré, s'ils demandent de l'aide pour me capturer. Donc je m'enfuis. Au plus vite avant de me faire attraper par une de ces tentacules visqueuses. Et ça tombe bien, il me poursuit pas. Par contre, il y a une escouade de gobelins qui me bloque le passage. Dans le tunnel où j'allais. Donc voilà, ils ont réussi à me piéger. Mais j'utilise ma technique de l'acrobatie pour sauter au-dessus d'eux. Et je continue à tracer dans les couloirs pour m'échapper. J'essaye justement de m'échapper, mais je me rends compte au fur et à mesure des paragraphes que je passe, c'est un tunnel sans fin. Mon personnage, c'est en train de décrire qu'il se retrouve de plus en plus épuisé à plusieurs reprises à travers les tunnels. Donc je commence à flipper, je me dis merde, je vais arriver à bout d'endurance, je vais mourir au sol, je vais m'écrouler de fatigue. Mais voilà, j'arrive vers le bout d'un tunnel qui m'amène dans une salle où la lumière pénètre depuis le plafond. Ça y est, je me dis voilà, je retrouve la lueur du jour. Je commence à grimper. Et je me rends compte, en fait, c'est une sorte de tour aménagée, souterraine, mais il y a quelque chose qui me serre la jambe quand je continue mon escalade. Et ce que je croyais plutôt être un tapis noir qui se trouvait en bas de cette salle, en fait, c'était pas un tapis noir, mais c'était plusieurs petits rats qui sont éduqués par les gobelins. Je rebondis dessus pour m'enfuir, j'essaye de me barrer de là, et je me retrouve... Pardon, faut qu'il y ait le bruit, les rats, quand tu rebondis dessus. Squeak, squeak. Squeak. Non, mais squeak, c'est autre chose. Squeak. J'imagine le bruit grincheux d'un rat énorme. Et donc voilà, j'arrive à me barrer, mais je me retrouve face à 2 soldats gobelins, équipés de lances avec un silex au bout, bien aiguisé, et en guise de monture, ils ont 2 rats noirs géants. Avec une selle et tout. Donc, avec un coup de pied retourné, j'arrive à en déséquilibrer l'un, et puis je m'attaque à l'autre. Donc voilà, je me lance dans mon combat. J'en sors vainqueur du combat, quelques dégâts, mais voilà, j'arrive à continuer ma route. Le fait que j'en ai basculé un de sa monture, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Alors voilà, Fred, je continue. Après un moment, j'arrive à un nouveau tunnel. Je te jure, c'est sans fin. Mais ce qui m'amène, en fait, et ce que je vois, c'est un sort de gobelin en train il est équipé d'une armure un peu plus épaisse que les autres. Et je remarque surtout une couronne de cuivre au-dessus de sa tête, et qu'il est en train de compter des pièces d'argent.
il range ses biens, puis il s'équipe d'une épée mais disproportionnée pour son corps. Et là, comme par hasard, bon, je me dis, bon, ça y est, je suis en face du roi des gobelins, je suis dans la merde, et non seulement ça, mais l'épée commence à danser sur elle-même. C'est une épée magique qui attaque automatiquement, elle flotte et elle m'attaque. Un peu, tu sais, comme les épées qu'on peut rencontrer dans le jeu Castlevania. Réfléchissant rapidement, je décide de m'attaquer donc au maître, ce qui déséquilibre, enfin qui peut peut-être retirer le sort de l'épée magique. Donc je m'attaque au roi gobelin, je lui mets un éclair brisé à la gueule. Wata! Exactement, et je me débarrasse de lui au plus vite, je crois que ça me prend 2 coups. J'arrive à le mettre à terre, puis l'épée par la suite tombe au sol. Voilà, bon, je me dis parfait, c'était la bonne décision, je vais surtout pas mettre un coup à une épée, je risque de me trancher un membre. Donc j'essaie de la ramasser pour me faire face à l'armée des gobelins qui est en train de me rattraper. Mais en fait, une fois qu'ils arrivent dans la salle, je lance l'épée, enfin je m'en équipe pour qu'elle danse, mais elle me renie comme nouveau maître. Donc tant pis, c'est écrit justement que je la jette au sol, j'ai pas de temps à perdre, et donc je continue mon échappatoire. Là j'arrive dans une salle où il y a un marais noir qui est étendu au sol. Et, ça pue, c'est un peu fétide. Je me rends compte en fait qu'en regardant de plus près, j'aperçois des yeux dans ce marais. Et que c'est pas un marais, mais c'est une sorte d'entité néfaste, diabolique. Et en fait, par savoir, je me rends compte que c'est le dieu des gobelins. C'est un sorte de dieu du mal. Ouais. Et au milieu, en fait, se trouve pendu par les bras un corps de gobelin, mais tout le bas du corps a été mangé par ce monstre. Donc c'est vraiment dégueu, il y a un bout de chair qui est en train de pendre de son abdomen. Et là, l'entité me lance un sortilège Eldritch. Donc voilà, bien sûr, le mélange de l'univers Lovecraftien, ça j'aime bien, hein, de Smith et Thompson, le rencontre de certains monstres, voilà, qui sont de l'univers Lovecraftien, du lore Lovecraftien. Mais là, je me retrouve coincé, j'arrive plus à bouger, il y a le liquide qui arrive vers moi. Tu te souviens de Creepshow 2, tu l'as vu ce film ? Non, mais moi ça fait penser un peu aussi là au voyage du Chihiro, là, l'espèce de forme noire là. Ouais. Bah moi ça me fait penser à le radeau, en fait c'est le dernier, tu sais, Creepshow c'est des films anthologiques, hein, plusieurs petites histoires, et la dernière histoire c'est des ados américains qui vont sur un radeau au milieu d'un lac, et en fait il y a une sorte de liquide visqueux noir qui les mange un par un en fait, qui essaie de les enlever du radeau. Et bien sûr les jeunes, voilà, ils sont trop loin du bord de la côte, enfin du rivage pour s'enfuir. Et ils ont peur. Donc ça faisait penser à ça, voilà, pour ceux les auditeurs qui connaissent Creepshow 2, voilà. Donc qu'est-ce que je fais ? Bah écoute, d'ailleurs, je sais, je fais un petit aparté, mais cet épisode-là de Creepshow, c'est une histoire courte d'origine de Stephen King. Je me souviens plus le deuxième roman, mais je sais que le premier c'est The Mist, donc le brouillard, je crois. Et voilà, Mist, bien sûr, c'est la grande histoire avec le brouillard qui envahit la ville, et puis il y a des monstres qui se cachent dans le brouillard. Ils ont fait un long métrage aussi. Ouais, ils ont fait un long métrage, exactement. Ils ont changé la fin d'ailleurs, qui est pas top. Enfin, à mon avis, hein. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Mais voilà, il y avait donc un deuxième volume, et l'histoire se trouvait là-dedans. The Raft, voilà, le radeau. Bref, allez, je retourne dans l'univers d'Orm. Qu'est-ce que je fais, Fred ? Bah, je suis immobilisé, le truc avance vers moi. Et je profite pour me concentrer et je récite la voix, le récit en fait de la voix des ninjas pour apaiser mon esprit et me libérer de son sortilège d'emprisonnement. C'est quoi ? J'ai cru que t'allais dire Quen vient à mon secours, mais tu l'as pas utilisé. Non, tiens, il faut le préciser ça. En fait, au début, il y a Quen qui nous dit qu'on peut l'appeler au secours une fois dans l'aventure. Alors tiens, avec parcimonie, je pense. Ouais. Alors je te dis, c'est le ninja no Shigiri. C'est je me fondrai dans la nuit. Je transformerai mon corps en bois ou en pierre, je pénétrerai dans la terre et je traverserai les murs et des portes se fermer. Je serai tué 1000 fois, mais je ne mourrai pas. Je changerai de visage et je deviendrai invisible, capable de marcher parmi les hommes sans qu'aucun ne me voie. Donc voilà ce qu'il faut réciter pour reprendre ses esprits, faire un peu son zen et se reconcentrer sur l'aventure. Et ça tombe bien, j'arrive justement à me libérer du sort. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon élan pour attraper la corde qui se trouve, tu sais, en train de pendre le gobelin là au milieu de la salle. Ah, c'est goré, c'est goré. Bah justement, j'atterris sur lui en me tenant la corde. Par la suite, le gobelin cadavérique.
J'utilise ma vitesse pour rebondir vers l'extrémité de la salle et échapper au monstre. Et là, le petit détail écrit par Mark et Jamie, c'est que en rebondissant, le corps se détache de la corde par mon élan et il finit englouti par le marais noir. Ça fait... C'est bien dégueulasse, quoi. Un autre film à référence, c'est le remake du Blob des années 80. Ouais, j'allais dire, le Blob quand il est petit. Ah, je peux pas voir ce film, c'est trop horrible, quoi. Le mec qui se finit bouffé par la canalisation dans l'évier, là, au diner. Et je sais pas, peut-être que t'as pas vu ça en France, mais il y a un dessin animé qui s'appelle Clémentine, là. La fille, c'est une jeune fille, elle était dans une butte, je sais pas quoi, qui volait, elle était poursuivie par une entité noire qui prenait sous forme de nuages ou d'ombre et tout. Et c'était bien. C'était malsain, je comprenais rien ce truc-là. Mais elle c'était pas une pilote aussi, à avion? Ah, si, aussi, ouais, c'est ça, ça doit être pilote en même temps. Ouais, il y avait un sort de truc Lovecraftien dans le dessin animé, genre le mal en fait qui la poursuivait. Ouais, le mal représenté. C'était trop flippant ce truc-là. Moi, je voyais ça, je changeais de chaîne toute direct. Tu vois, comme quoi cette entité dieu des gobelins, ça nous fait penser à pas mal de choses qui nous ont, plupart, choqués, quoi, ou marqués dans notre enfance. Je suis bien content de pas l'avoir rencontré, celui-ci. Bah voilà, bah écoute, moi je me barre et puis je vois bien le corps qui est fini englouti par ce marais noir. Donc je continue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah je fais face à un ébauchement. Il y a un couloir bien taillé, puis l'autre qui est en piteux état. Donc, je crois que c'est un peu comme la légende grecque, tu sais, il y a deux femmes au bord d'un rivage, tu peux qu'en aider une à traverser le rivage, et une vieille dame et une belle femme, laquelle tu aides, bien sûr. Il faut aider la vieille dame à traverser, parce que c'était une déesse qui était cachée. Bref, juste pour dire que des fois, voilà, il faut se méfier des apparences. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je décide de prendre le chemin qui est en piteux état. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrive à traverser le chemin, sans souci, et je finis par voir la lumière du jour. Je t'admets, je cours vers la sortie, même si le livre le dit pas, moi c'est ce que je pensais dans ma tête, je cours vers la sortie. Et en fait, ce qui m'amène vers les bas plateaux de la colline. Et ce qui me fait rejoindre, en fait, la forêt, l'autre côté, vers donc ce qui est nommé la vallée de la Crow, vers l'ouest. Je commence ma descente, et puis tu sais, il y a des petits plateaux dans la montagne avec des petits bosquets, voilà, donc je continue à descendre ma descente, mais je suis bien heureux d'avoir pu quitter voilà, cet endroit, cette grande aventure dans le tunnel des gobelins. Ah, ce qui est intéressant, c'est une fois que je suis sorti donc du tunnel, il y a un petit bosquet, je prends un moment de répit. Je prends une sieste en fait, ce qui me fait regagner des points de force, de l'endurance, et en me relevant, je découvre en fait qu'il y a des sortes de pustules noires qui poussent sous mes aisselles. Donc voilà, quelque chose d'assez assez dégueu, mais je peux rien faire, donc je continue. Bienvenue chez les lutins. Ouais, c'est ça, c'est les dents les pics du lutin, c'est ça? Ça se trouve, t'as des squeaks parasites qui te bouffer le cerveau et qui vont te conduire. Ah mon dieu, peut-être c'est le truc néfaste noir là qui a giclé sur moi. Ah, dégueulasse. Donc voilà, me voici dans la vallée de la Crow. Alors toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc moi, comme toi, j'étais bien content d'arriver à la mer de l'Étoile parce que la poursuite était haletante et c'était rythmé. Franchement, les chiens, c'était un peu chiant. Bon, peut-être pas autant que le pic de la dent du lutin, mais moi, ça m'a bien mis en speed, comme je disais. Et donc, je retrouve cette fameuse mer de l'Étoile. Alors, je commence à nager dedans en me disant que quand même, je vais devoir traverser à la nage certaines étendues d'eau, parce que la mer de l'Étoile est quand même assez grande. Et donc, je commence à nager. En fait, là, il y a un tourbillon qui se forme devant moi. Je suis emporté. Je me dis, mince, je me suis tapé un monstre, il y a encore un monstre qui est en train de m'avaler. En fait, non, j'ai un triton, un jeune triton qui arrive. Bon, un triton, c'est une espèce de... Bon, voilà, les tritons, les gens les connaissent, c'est un peu comme les sirènes, sauf que c'est plutôt masculin, et puis bon, c'est pas typiquement pareil. Donc, le triton... C'est pas très sexy aussi. Ouais, c'est moins sexy, quoi. Ils ont plus la peau vert luisant. Ils peuvent être très sexy, hein. Ils ont souvent des corps de bodybuilder. Bon, celui-ci, peu importe qu'il soit sexy, des corps de bodybuilder. Dans l'eau, t'as déjà vu un bodybuilder dans l'eau, c'est ridicule. Mais non, mais les tritons, c'est les hommes poissons avec des tridents, c'est ça? Ouais. Faire ça. Bon, celui-ci était jeune, et en fait, il m'aide, il crée une bulle d'air autour de moi, comme un scaphandre, en fait. Une espèce de bulle d'air qui me permet de respirer tranquillement. Il me sort du tourbillon, et surtout, ce qu'il me dit, les chacals ont kidnappé le prince elfe. Il ne faut pas craindre la baleine à cornes. Il dit ça et
il s'envole. Voilà, c'est comme l'autre dans la première aventure qui me dit de ne pas serrer la main du magicien. Ouais, bah, tu vois, le truc, en gros, il me fait me noyer, il me sauve, il me dit un truc et il se barre. Moi, je fais, ouais, ok. Bon, c'est quand même mieux que dans la situation où j'étais tout à l'heure. Oui. Donc, bah, je me dis, bon, bah, il part dans une direction, je pars dans cette direction plus ou moins. Et là, j'étais en plongeant de plus en plus profond dans la mer, parce que je vois c'est qu'il y a une espèce de banc de corail qui est au fond de la mer. Et celui-ci, il est très renommé, il s'appelle les doigts de la mort. Sachant que c'est du corail qui est extrêmement toxique. Donc ce qui fait que je me dis tiens, en tant qu'assassin, tout ce qui est poison, tout ça, ça m'intéresse, donc je me rapproche. Et dès que je me rapproche, en fait, il y a 3 espèces de grandes raies. En fait, c'est des requins manta, des espèces de raies manta requins énormes qui s'avancent vers moi. Ce que je fais instinctivement, je prends un morceau du corail, je me débrouille pour avoir un morceau du corail qui est pas venimeux, qui me permet de le manier. Le bout est venimeux, je fous un coup sur le premier qui passe, puis il est mort sur l'instant. Et du coup, les autres, ils reconnaissent, les autres Raymanta, ils reconnaissent la menace et fuient. Donc je viens d'échapper à un combat juste avec un seul coup, je suis trop content. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une espèce déjà les Raymantas étaient assez balèzes. Et là, en fait, je vois rien de mieux qu'une baleine. Je vois une baleine à cornes, la fameuse baleine à cornes qui était annoncée, elle arrive. Et elle traverse devant moi majestueusement et tranquillement. Elle est tellement proche de moi en fait que je me rends compte qu'elle a un objet sur le dos. Je me rends compte qu'elle a un poignard en cristal qui est planté au-dessus de sa tête, dans le dos. Bon, ce que je fais, moi, c'est que je me dis, on m'a dit que la baleine, elle était ok, l'autre, il m'a pas fait de mal. Bah, ce que je fais, je me dis, au rythme où elle va, je peux même grimper dessus et lui retirer sa dague. Ça se trouve, c'est ça qui lui fait du mal. Ouais. Donc, du coup, je galère un peu pour monter dessus, je le monte sur son dos, donc je chevauche la baleine, on est sous l'eau à plusieurs mètres de profondeur, je enlève la dague de cristal, et là ce que je vois qu'elle fonce sur un bénitier géant. Les bénitiers, c'est des grands coquillages, tu sais, là. Comme, bien sûr. Et en fait, on voit que dans ce bénitier-là, il y a le fameux prince elfe, là, qui a la peau bleue, qui a la jambe coincée et qui est retenu. Et on voit qu'il y a des Raymanta qui tournent autour de lui. En fait, j'apprends que les Raymanta, en fait, c'est les fameux chacals. Donc la prophétie se réalise. Mais attends, l'elfe, il a un système respiratoire sous l'eau, il a un scaphandre. Non, lui c'est un elfe, mais c'est l'elfe aquatique. D'accord, c'est des elfes avec des giles, ouais, pardon. Tu suis pas. Ouais. De quoi? Non. Putain, le salaud, quoi. Tu suis pas, là, je t'ai dit que c'était de sous l'eau, là. C'est les elfes aquatiques. Oui, non, mais je suis, mais ce que je comprenais pas, c'est l'elfe arrive à respirer sous l'eau. Enfin, ça m'a... c'est le prince elfe. Alors, ouais, c'est pour ça que je pose la question, c'est un peu bizarre. Distinction, il a la peau bleue, il est sous l'eau, Non, mais si tu veux, on fait un test, je réponds, là, je te suis, merde. Comment s'appelle la baleine? Dague de cristal. Non, c'est baleine à cornes. Ouais, j'étais pas loin. T'es pas loin. Bon, bref, donc, la baleine, en fait, pourquoi elle se dirigeait là, c'est qu'elle prenait de la vitesse, pour arriver, elle fout un gros coup de tête sur le bénitier, en gros. Le bénitier, il est énorme, donc le choc, ça fait ouvrir le bénitier. Moi, je tire l'elfe, le prince des elfes avec moi. Il y a les chacals qui nous tournent autour, qui essayent de nous bouffer. Moi, je monte avec l'elfe, je le prends dans mes bras, je nage. La baleine à cornes, elle fout des gros coups de queue, des coups de branchies, des coups de yeux, tout ce que tu veux. Bon, elle s'en sort bien face au Raymanta, là. Ouais. Et donc, après, je sors de l'eau. Et en fin de compte, je vois que je suis près du rivage. Et là, je suis accueilli par les elfes. La tribu des elfes aquatiques. Ouais, en fait là ils sont plus aquatiques parce qu'ils sont sur la terre ferme. Mais non, j'ai compris. Mais putain, le mec, comment il me fait culpabiliser, c'est pas possible, quoi. En fait, le truc c'est que les elfes et les tritons ils sont comme cochons, donc ils ont dû se refiler des astuces. Et donc je suis accueilli par les elfes et les tritons qui me remercient d'avoir libéré leur prince. Ils me proposent de me reposer. Bon après, je suis quand même un étranger. Je vois que ça ira pas plus loin, donc je me dis, je profite de cet instant et puis après je vais me remettre en route. Et je pense que après c'est ça. Moi, mon but c'était de rejoindre donc un port. Donc les ports sont en direction de l'ouest, comme toi. Et si toi tu te diriges vers la direction de la vallée de la Croix, moi j'ai mis un petit peu de temps à y arriver en fait. Ouais.
Toi, le pic de l'E8, ça te fait arriver par le nord, ouais. Donc moi, je dois être un peu plus au sud. Je dois être un peu plus au sud. Qui me propose en fait donc je suis obligé de passer par le pays des collines, ça s'appelle ça. Le pays des collines, j'aperçois des nains au loin. Donc après, il va se passer une scène. Je sais pas si t'as eu, parce que je pensais que c'était un truc obligatoire. Donc on va voir. Je suis dans le pays des collines, où j'ai vu des nains. Je me balade, je suis fatigué. Je me suis reposé, donc ça va. Et là, il y a un promontoire rocheux, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, là, un espèce de truc sur la plaine, un promontoire rocheux qui se détache. Et j'entends un cri. Ah. J'entends un cri. Donc là, ce que je fais, je suis quand même un ninja, donc je monte rapidement. Et là, je découvre 4 hommes qui se battent contre un espèce de spectre. Yes. Ok, on se retrouve là. Spectre seigneur de guerre, ouais. Ouais, pareil, moi, une fois que j'ai descendu la montagne, je continue vers la route de l'ouest. Voilà, donc d'étranges avec mes boules de pustules noires là sous les aisselles qui m'inquiètent un peu. Et pareil, j'aperçois au combat, non loin, j'aperçois un combat. Et en fait, au lieu de monter à l'arbre, moi, je décide justement de sauter tout de suite dans le combat et de m'interposer. Ah non, mais c'est pas un arbre, c'est juste que le combat il est sur un promontoire rocheux qu'il faut. Ah ouais. Ah d'accord. Parce que moi, on me proposait de monter à un arbre pour voir justement ce qui se passait au loin. Mais voilà, je saute tout de suite dans le combat pour aider. Donc on voit un mage, 2 chevaliers qui sont en train de combattre avec une sorte d'entité avec une cape noire et une épée longue. Ce qu'on voit surtout aussi, c'est que... un prêtre, un mage et 2 guerriers, et 2 chevaliers, voilà. On voit ça, on se lance dans le combat, et dès qu'on se lance dans le combat, il y a une espèce de nuée toxique qui se lève. Ouais. Et on voit qu'il y a, en fait, il y a le... Donc tu disais, il y a un mage en vert, il y a 2 clercs en vert, il y a 2 clercs, un en vert, un en blanc, il y a un chevalier, puis il y a un mec avec une toge, en gros, qui ressemble à un magicien, et le spectre. Ouais. Et donc il y a une nuée toxique, et on se rend compte qu'eux, ils se sentent pas bien dedans. Et donc on se retrouve pratiquement tout seul à combattre contre le spectre. Ouais. Moi j'ai lancé en fait une queue de dragon, donc balayage, suivi d'un coup de poing au torse, et ce qui était en fait son point faible. Mais est-ce que tu te souviens d'une règle aussi du spectre, c'est que les dommages étaient divisés par 2 parce qu'il n'était pas vivant. Ouais. C'est ce qui fait que le combat était quand même un peu... Bah non, en fait, moi, j'ai pas eu ce souci-là. J'ai trouvé son point faible tout de suite. Tu m'as dit que c'était quoi, excuse-moi dans le torse. En fait, coup de poing dans le torse, et c'était son point faible. C'est ça, oui. Il avait 5 en défense contre les coups de poing. C'est ça, ouais. Et donc, j'abats l'homme, et puis je viens au secours des soldats. C'est ça, des soldats, oui, des soldats. Enfin, des aventuriers, du clerc, du mage et des 2 guerriers, ouais. Ouais. Alors moi j'ai appris par la suite qu'en fait ces personnages-là ils viennent d'une autre aventure, si j'ai bien compris. Ouais, on dirait, hein. Ouais, parce qu'ils sont bien décrits. Ouais, ils sont bien détaillés, ouais. Ouais, puis en fait on passe la nuit au feu de camp avec eux. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que le nuage de poudre là toxique, en fait, c'était le mage qui l'avait lancé par erreur, en fait. Oui, donc. Il a lancé un sort de zone pendant que ses amis étaient encore dedans. Donc bien sûr, ils sont en train de s'engueuler, ils discutent. Ouais, il y en a qui lui reprochent d'avoir utilisé un nuage toxique contre une entité qui était déjà morte. Alors moi, ce qui était intéressant, c'est l'un des mages me demande en fait si j'ai croisé des objets magiques, et il y avait la proposition de montrer l'épée dansante, mais je l'ai ramassée, mais j'ai dû la lâcher. Donc hélas, je l'avais pas sans moi. Et on va peut-être les nommer vite fait, parce qu'ils ont l'air importants dans l'histoire. Ouais, vas-y. Donc le prêtre blanc, qui est un prêtre de soins, je crois, parce qu'il soigne un peu le chevalier, s'appelle Thibaut. Le magot, qui est le magot malicieux et maladroit, c'est Eris. Le chevalier à l'épée, c'est Vespéris. Et le prêtre en vert, je n'ai pas son nom. Bref. Ah, ouais, je me souviens plus. Je me souviens d'autres personnages que j'ai croisés par la suite, mais mince. Ouais. Mais bon, voilà, le mage qui a fait une erreur. Voilà. Oui, donc le prêtre blanc, c'est un prêtre d'Avalon et de l'illustre, c'est ça. Bah justement, lui, il en profite pour me guérir. Et justement, en me touchant le front, il détecte en fait que j'ai une maladie grave. Donc je lui montre les cloques sous mon bras. Et en fait, il me dit bien que j'ai attrapé la peste dans les grottes des gobelins. Et donc il appelle vers son dieu qui me guérit et qui me débarrasse de la peste. Voilà, donc cool. J'ai pas vraiment souffert de cette maladie, c'est cool, j'ai pas eu de désavantages. J'ai réussi à m'en débarrasser au plus vite. Ouais, ça, j'ai vu qu'on me proposait, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pays des gobelins, ça peut des lutins, ça peut être très sympa, parce qu'on se ramène avec des trucs. Donc ouais, moi je dis, tiens, je suis pas passé par là, tant mieux. Donc t'as pas ramené l'épée non plus. Bah en fait j'ai voulu, mais le livre me dit bien que je l'ai lâché. Donc ce que j'ai fait, c'est par curiosité, je suis retourné au passage de la bataille avec le roi gobelin.
Et j'ai fait l'inverse, où j'ai pas confronté les gobelins, mais il dit bien qu'on ramasse pas l'épée. Donc quoi, ce qui s'est passé, moi, dans ma confrontation avec le roi, je peux pas ramasser l'épée et la garder sur moi. Donc je pense qu'il y avait peut-être une façon de contourner dans les grottes, parce que moi je me suis perdu, c'était un vrai labyrinthe. Donc peut-être qu'il y avait plutôt, on peut aller dans la salle du roi sans qu'il soit là et voler l'épée, je sais pas. Mais moi non, je pouvais pas, quoi. Je l'ai relu et je me dis bon bah ça doit être autre chose. Parce que là le livre me dit bien que je la laisse tomber, j'ai pas le temps en fait de m'en occuper. Bah écoute, voilà, donc il nous guérit, on reprend nos différents chemins le lendemain, et puis l'aventure continue dans la vallée de l'Accro. C'est ça, eux ils s'éloignent vers la mer de l'Étoile et moi j'ai pris direction sud-ouest et le parc boisé. Voilà. Peut-être as-tu pris une autre direction? Alors il y a deux décisions à prendre. Donc l'un bien sûr c'est le directement dans les bois, mais c'est un chemin qui est beaucoup plus ralenti, mais voilà, couvert. Et puis l'inverse, voilà, c'est un chemin qui est à ouvert, mais voilà, qui est beaucoup plus qui est plus facile à croiser un traquenard ou un piège. Je me dis bon, j'ai pas de temps à perdre, moi je m'en fous, je suis un ninja, allez, je prends le chemin avec le moins de couverture, je prends la route en fait, à ouvert. Donc je continue et puis je te raconte ce qui m'est arrivé sur cette route. Ouais, vas-y, parce que moi j'ai fait l'inverse, donc c'est intéressant. Parfait. Écoute, moi je croise un homme en fait avec une cape à capuche. Je le salue, je passe mon chemin. Mais il y a mon sixième sens qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis le mec, qu'est-ce qui se passe ? Il me propose en fait de regarder dans son sac, comme quoi il a un œuf de dragon qu'il veut me montrer. Alors tu sais, il est un peu bizarre quand il nous parle, on sent qu'il cache quelque chose. Moi tout de suite, quelqu'un qui veut me montrer quelque chose dans son sac, et j'y crois pas du tout, surtout comme ça quand je suis un étranger au bord de la route. Donc qu'est-ce que je fais ? Je décide tout de suite de lui sauter dessus, de l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe ? Il enlève sa cape et il se révèle être un moine de la menthe religieuse. Il veut m'attaquer. Donc c'est ça. Tant pis pour lui parce que je lui passe un triple coup de pied éclair brisé et le deuxième disloque sa mâchoire et le troisième coup de pied lui fracture le crâne. Excuse-moi, le premier disloque la mâchoire, le deuxième lui fracture le crâne et le troisième tape dans l'estomac qu'il envoie valser à quelques pieds. Et tu l'as même pas fait ta spéciale? Non, je t'étais pas proposé. Là, c'est... attends, c'est un mec de la menthe religieuse, il faut lui montrer... écoute, le éclair brisé, ça l'a défoncé tout de suite, quoi. 1, 2, 3, fini. Comme si je jouais à Tekken. C'est Warang. Écoute, c'est ça, Warang, exactement. C'est le combo quand tu sautes, là, 1, 2, 3. Bon, écoute, voilà, apparemment ils connaissent pas nos techniques de coup de pied à l'école de la menthe religieuse. Donc qu'est-ce que je fais ? J'en profite pour reprendre la route. Et là, j'arrive vers un avant-camp où il y a une tente avec quelques tentes. En fait, il y a un petit camp et il y a une annonce à l'entrée d'une des grandes tentes principales où on voit en fait un avis de recherche de 4 personnages. Et j'en reconnais l'un qui est donc Olvar le barbare. Et quoi, tu reconnais Olvar le barbare? Non, son nom, son un avis de recherche, Morolif. Oui, Olvar le barbare. Ouais. Écoute, qu'est-ce que je fais ? J'en profite pour entrer dans la tente et récupérer une récompense. Et toi, qu'est-ce que t'as fait alors, à travers le chemin boisé ? Qu'est-ce que j'ai fait à travers le chemin boisé ? Le chemin boisé, moi j'ai marché 2 jours. En plein milieu de la forêt, il y a des bandits qui m'ont fait un vieux traquenard. J'ai à peine regardé, j'ai fait acrobatie, j'ai sauté par-dessus, je me suis barré. Et franchement, c'était vraiment un intermède dans mon voyage. Et après, je suis arrivé à la vallée de l'Accro. Donc la vallée de l'Accro, j'ai traversé une petite ville qui s'appelle Bourton. Rien à signaler de particulier. Et j'ai mis 5 jours pour arriver à Port-Ulrich. Alors je sais pas si c'est... Ouais. Et il s'est rien passé de particulier. Ouais, moi il m'est arrivé pas mal de choses avant que j'arrive. Donc la ville du port, moi c'était Wargrave. Ouais, Wargrave, j'y suis arrivé moi par la suite en fait. Écoute, du coup, on raconte toute ton aventure et moi je repartirai quand de Port-Ulrich à Wargrave. Et tu vas voir ce qui m'est arrivé, moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rentre dans la tente pour récupérer ma récompense, et là, je vois une prêtresse, j'ai oublié je crois que ça va m'en venir de quel dieu, mais voilà, qui est là, et je leur dis, moi j'ai abattu l'un des 4 personnages que vous cherchez, qui est donc Olvar le barbare. Et la prêtresse me demande, est-ce que vous avez la preuve ? Est-ce que vous avez son bandeau qui portait autour de la tête ? Et je l'ai pas ramassé. Donc non, c'est pas ça. C'est que l'autre, il a dit, moi je le prends. Tu t'en souviens de ça ?
Ah oui, le mec, il l'avait piqué son bandeau. Merde. Exact. Et on n'a pas osé lui rentrer dans l'art. Tu dis quand même, je vais pas m'enchaîner 2 combats de suite en plus pour ça. Ouais. Et en fait, il aurait fallu. Et c'est lui qui se tape la récompense. Et limite, faudrait l'attendre ici jusqu'à ce qu'il se pointe. Ah, c'est ça, pour le défoncer. Et lui, franchement, je sais plus comment il s'appelle, mais si on le recroise. Ouais, on va lui faire ça. C'est pas mon pote. Ça, c'est clair. Ah, tiens, en parlant de saloperie, le moine, là, qui a essayé de m'attaquer de l'école de la montre religieuse, bon, j'ai passé, mais j'étais curieux, donc j'ai reculé un petit peu dans l'aventure parce qu'on nous propose de voir ce qu'il y a dans son sac. Donc moi, je l'ai pas fait, je veux pas voir son piège. Mais juste par curiosité, on a une illustration et c'est un sorte de facehugger à la Alien. Et sauf que c'est au bout de ses pattes là pour attraper le visage, c'est des petites pinces de scorpion. Et voilà, il t'attrape au visage et il t'injecte de l'acide dans la bouche. Sympa. Ouais, donc c'est le mec il se balade avec ça, il a pas peur que ça lui saute là-dessus. Mais ouais, c'est ça, c'est vachement dangereux. Oh là là. Donc voilà, je continue mon. Tant pis, hein, je pars les mains vides de la tente. Je peux pas. Voilà, je peux rien récupérer, mais bon, voilà, j'ai pu me rincer l'œil en discutant avec la jeune prêtresse. Voilà, c'est tout ce que je me dis que j'ai eu comme avantage. Je sais, c'est assez macho, excuse-moi. T'entends quoi par te rincer l'œil parce que... Bah, c'était une jeune prêtresse, je sais pas, elle doit être jolie. J'imagine un peu comme les prêtresses dans Conan le Barbare, tu vois, à moitié. Celle de Frazetti ou de. Voilà, exactement, Frazetti ou Boris Vallejo, voilà, la prêtresse qui porte de la soie à moitié transparent. Je comprends mieux. Je continue mon chemin et je me rends dans la ville maintenant. Et enfin, c'est pas vraiment une ville, c'est un sort d'avant-poste avec plein de tentes partout. Et dans un coin, je repère une vieille sorcière, une vieille dame qui ressemble à une sorcière qui vend des biens, des articles magiques, des choses qui ont l'air assez intéressantes. Donc j'en profite, je regarde ses biens et je vois en fait qu'elle a une poudre d'éclair. J'en profite pour l'acheter tout de suite. Et juste après que je finis ma transaction, et là il y a une tornade qui passe à travers la rue, qui m'absorbe, et en fait je me rends compte qu'elle m'a absorbé enfin les parchemins de Kitsune qui étaient cachés dans mon gui. Et je m'inquiète tout de suite, je me dis merde c'est pas bon là, donc je pars tout de suite à la recherche de la tornade, je la suis dans les rues, et au bon moment je la perds, mais je me concentre pour écouter, voir dans quelle direction elle est, et quand j'écoute de plus en plus près, un peu à la Daredevil, j'entends en fait que la tornade dissimule des pas d'hommes. Donc je me dis que voilà, ça doit être un mage en fait qui se cache à travers une tornade. Donc je continue la direction d'où vient le bruit, et là je me rends dans une écurie. À travers des bottes de foin, je trouve en fait une trappe. Donc je descends la trappe, et au sous-sol, en fait je me retrouve je crois que c'est une sorte de crypte d'une cathédrale, ça ressemble un peu à l'architecture comme ça. Et je vois donc une femme au nom de Cassandra, qui est un sorte de peut-être un paladin ou un chevalier, je pense plus à un chevalier, parce que tu vas voir pourquoi c'est pas un paladin. Un soldat qui s'appelle Tiuchef et un magicien qui s'appelle donc Torum. Et en fait, je me rends compte que c'est les amis d'Olivar qui étaient recherchés à l'entrée de la tente principale de la prêtresse. Et là, t'es content de pas voir le Bordeaux. Voilà, ouais, peut-être, ouais. Voilà, oui, ça me revient, Fred. La prêtresse, c'était de l'ordre illustre. Ah oui, comme ceux qu'on avait rencontrés. Exactement. Ouais, dans le premier volume, non, c'était pas ça, on n'avait pas rencontré un prêtre de l'ordre illustre. Non, je confonds, l'autre c'est Immaculé, pardon. Ah non, si, près d'Avalon et de l'Illustre, c'était un des aventuriers qu'on a rencontré là, qu'on vient d'aider là, les magiciens, les deux clercs. Et oui, dans cette aventure-là, oui, c'était juste avant, ouais, c'était le sorte de cléric, ouais. Le healer là. Donc, qu'est-ce qui se passe, Fred ? Je vois que c'est bien eux, qu'est-ce que je fais ? Je vois que le mage est en train de préparer un sort, donc j'en profite, il me reste encore 3 shurikens. J'en lance un dans la manche du prêtre qui était en train de préparer un sort. Et je lance un coup de poing de fer à Cassandra dans son estomac, ce qui l'assomme tout de suite. Donc voilà, elle chute en arrière, elle tombe. Le mage, en fait, le shuriken rentre dans son bras, lui fait une belle entraille, et en fait, voilà, ça le déconcentre de son sort, ce qui l'annule. Et par la suite, en fait, il y a un éblouissement qui se passe devant nous dans la caverne, et qui donc fait place à un monstre hideux qui se réveille d'un des tombeaux. Et bien sûr, voilà, c'est... En fait, là où je me retrouve, c'est la séquence qui est donc l'illustration, la couverture du livre. On voit donc, comme on a dit, le corps d'homme à 4 bras,
avec l'abdomen d'un serpent, et qui se nomme donc le fils du dieu Nil. Donc l'autre guerrier qui s'appelait Mardol, le troisième guerrier là de la clique à Olivar, il crie au nom de Chiuchef pour s'enfuir, et moi tout de suite je me dis bon là le danger le plus immédiat c'est ce monstre, donc je lance mon avant-dernier shuriken qui atterrit dans le crâne du monstre. Donc voilà, je lui fais pas mal de dégâts dès le début. Et puis après cela, je lance mon, voilà Fred, tu l'attendais, mon coup secret, le fléau de Kwon. Et Jean-Michel, il critiquait les shurikens, n'empêche, ça nous rend bien service. Hein. Oui, c'est ça. Donc le coup, ça le défonce et je le lance 2 fois de suite et ça le tue, quoi. C'est assez fatal. Donc à la suite, je ramasse les parchemins, je sors de la crypte, bien heureux de les avoir retrouvés. Avant de quitter la crypte, j'en profite pour aller voir la bête que je viens de tuer. Et je prends une de mes fioles de poison, et justement je mets son sang dedans, parce que je remarque en fait que le sang est en train en train de ronger la pierre. Et donc je me rends compte que c'est du sang, c'est un peu de l'acide. Oh, trop fort, t'as réussi à récolter du poison. C'est ça, un formidable poison. Et donc j'en profite, je le garde sur moi, on sait jamais. Et maintenant, voilà, j'entame le chemin, je me dirige donc vers le port de Wargrave. Alors Fred, toi, et tu m'avais dit tout à l'heure, toi t'étais arrivé à Wargrave, c'est ça? Non, en fait, moi, j'étais un peu plus au nord. Là-bas, j'ai arrivé en direction du port d'Ulric. D'Ulric qui est un peu plus au nord que Wargrave. En fait, qui est à l'ouest de Gwendar. Moi, j'arrive, donc qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois des bateaux sur la plage. Donc je me dis c'est cool, je vais peut-être trouver un bateau pour. Et en fait, direct dès que j'arrive, un étranger, boum, je suis ramené chez le chef barbare. Bon, le barbare, je dois un peu lui montrer du respect, donc je m'incline légèrement. Il me questionne sur ma venue. Bon, moi, forcément, je peux pas lui dire, ah ouais, je suis le sauveur du monde, j'ai le parchemin, tu vois, bon, voilà. Je vais pas raconter ma vie à ce gars que je connais pas, donc je mens. Pas de chance, il avait un calice de vision. Pour savoir si je mentais ou pas. Donc il ramène sa subalterne boitillante et vieille, là, la sorcière, mes souvenirs, hein. Et donc le calice, il me regarde, il fait ok, pas de problème, aucun problème. Il me dit si tu veux, on a un bateau qui peut t'emmener, il s'appelle Vent du Sud. Le problème c'est qu'il revient dans 20 jours. Oh là là. Donc on te propose de t'héberger chez le paysan à côté là, puis dès que le bateau il est là, t'as gagné ton voyage. Eh ben. Bon, ça sent quand même un peu l'arnaque. C'est sûr et certain. Mais par curiosité, je suis resté la première fois pour voir ce que ça donnait. D'accord. Voilà. Donc le coup, c'est que pendant 20 jours, tu te fais chier chez le paysan, mais là, t'en peux plus, quoi. C'est comme un space marine qui combat pas, là, t'es en train de faire du gras, c'est pas bien. Donc le bateau arrive finalement, et tu pars en direction de Raner, qui est sur la côte. Donc tu redescends pour aller vers l'île des Songes Paisibles. Donc, et en fait, dès que t'arrives près de la cité des Maléfices, qui est au sud, hein, qui est la cité où on avait atterri sur le continent, dans mes souvenirs. Tu me contrediras ou pas? Non, je crois que c'est ça, ouais, parce qu'on atterrit un moment avant d'arriver sur le continent principal. Ouais, la cité des Maléfices, si je me souviens bien, dans la première aventure, c'est l'endroit où on embarque, on débarque, mais là, elle est pas sur la carte. Oui, bon, je crois que c'est ça. Et en fait, à ce niveau-là, comme la cité des Maléfices, c'est une cité où on n'était pas qui était en territoire ennemi, en fait, on est escorté par 3 grosses galères qui appartiennent à la marine de guerre de Barbicane, donc qui sont les dévots de Vachereau et qui sont en fait la garde d'honneur d'Honoric qu'on a tué. Donc en fait pendant ces 20 jours ils ont été prévenus de notre retour, c'est un piège carrément, donc en gros c'est un gros traquenard, tu peux absolument rien faire, donc t'es entouré de galères, de gens qui sont contre toi et tu te laisses attraper et tuer comme oh là là, c'est un bon échec bien merdique. Merde. Faut pas arrêter de courir dans cette histoire, c'est le but. Donc héberger 20 jours chez le paysan, on oublie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on lui dit qu'on reste, puis en fin de compte, on se casse. Ouais, voilà. On décide d'aller à un autre port, et le port, le plus grand port à côté, c'est Wargrave. Et dans Wargrave, c'est donc comme ça donne sur un port, il y a un delta, et il y a un cité dans le delta. Je sais pas si t'es tombé dessus, je te parle pas. Ouais, parce que moi, en arrivant, là, je me suis assis sur un banc au port, justement, pour reprendre mes forces avant de chercher un navire.
Et en fait, je croise un prêtre qui porte la tenue des vénérants de Kwon. Il m'interpelle et il m'invite à son temple. Est-ce que c'est ça que tu parles, non? C'est ça. Donc en fait, c'est une cité, une petite cité dans l'État, un banc avec un temple. Oui, donc c'est un temple de Kwon. Et avec un formidable jardin et c'est ça. voilà, d'où on peut reprendre son ki, son zen, et on rencontre en fait le maître Ardred. C'est ça, grand maître Ardred. Grand maître Ardred, ouais. On lui explique en fait qu'on détient les parchemins de Ketsuin et qu'on doit les remettre en main propre au temple du rocher. Et en termes de bonus, dès qu'on est au temple de Kwon, on regagne un point de force intérieure, ce qui est pas négligeable. Ouais. Surtout qu'on les a explosés contre les a explosés contre l'autre boss là, contre ouais, c'est ça, pareil, moi aussi, ouais, là c'était moi c'était contre le démon dans les catacombes là. Le dieu Nil. Ouais, bah oui. Mais tu sais, c'est marrant que tu aies parlé de ça tout à l'heure, parce que quand tu parlais du monstre de la couverture, en fait, moi, je pensais pas du tout à cet endroit-là. Je pense à savoir de quel monstre tu parles, mais en fait, c'est pas ça, Ouais, c'est pas celui-ci, Ouais, c'est donc, voilà, tu vois, c'est optionnel, en fait, les couvertures, c'est cool. Donc voilà, il nous invite, en fait, à rester dans son monastère, en attendant qu'il y a un bateau qui arrive pour nous emmener vers l'île. Moi, j'en profite, je reste 2 jours, je reprends mes forces, enfin, on est obligé de rester 2 jours pour attendre le navire. Voilà, comme t'as dit, ça nous fait gagner aussi des points d'habilité et aussi de recevoir une offre du grand maître Ardred. En fait, il nous offre 5 shurikens. Et bah écoute, c'est parfait, m'en voici avec 8 maintenant. Le lendemain, en fait, je réfléchis à quelle décision prendre dans mon futur. Et en fait, je pourrais soit me balader en ville, parce qu'il y a les moines, en fait, qui nous parlent d'un voleur, une sorte de guilde, en fait, des assassins. Et je me dis que j'ai vraiment pas le temps de me mêler à ça. Je porte déjà les parchemins Ketsuin sur moi. Ça serait un peu, ça serait pas sage du tout de s'occuper de ce genre de choses. Ce sont des tâches pour d'autres guerriers. Donc je trouve que le plus sage pour moi, c'est de rester sur place et d'attendre l'arrivée du bateau. Le maître vient m'accueillir un matin pour m'annoncer l'arrivée du navire, mais je sens quelque chose de différent en lui. Je décide de prendre une position de défense tout de suite. Et là, bien sûr, le maître s'aperçoit que je doute de sa présence. Il retire son kimono pour révéler être l'un des assassins. Donc je pense que c'est l'un des assassins dont me parlaient les moines là, qui est dans une des guildes de la ville. Il me lance tout de suite un poignard. Je me dis que c'est chaud, là je le sens mal. Donc c'est là où je fais appel au dieu Kwon. Et voilà, comme promis, le dieu vient à mon secours et il me protège en créant une sphère de protection. Ce qui fait rebondir la lame empoisonnée. Mais enfin, je me rends compte en fait que non seulement c'était la lame, elle était empoisonnée, voilà, de cet assassin. Il me menace de mort avant de s'enfuir, voilà, comme une loque. Je t'aurai la prochaine fois, puis il se barre. Donc, mais voilà, avant que je puisse partir à sa poursuite, le véritable haut maître Ardred m'appelle. Il se trouve au-dessus à un des étages qui est proche du mur du temple. Donc je monte les escaliers, on a une belle vue de la ville, de la cité. Et voilà, il me dit que mon bateau est bien arrivé, donc ça c'était pas un mensonge. Et voilà, je dois me précipiter pour quitter et rejoindre l'île des songes. Donc voilà, je continue, je reste en attendant l'arrivée du navire et puis je l'aborde. Juste un détail, parce que moi, l'assassin, en fait, j'ai pas eu besoin d'invoquer Kwon, parce qu'en fait, avec œil d'aigle, j'ai chopé le poignard et... Tu as la compétence œil d'aigle, tu l'as pas? Je l'ai œil d'aigle aussi, mais soit je l'ai raté, j'étais un peu trop dans l'aventure, j'ai pas du tout pas grave, j'ai flippé tout de suite, ou soit je me souviens pas, ouais. Mais j'ai demandé donc à Kwon de venir à mon secours, ce qui m'a pas pénalisé pour la suite de l'aventure, d'ailleurs. Ouais. Parce que du coup, moi j'étais content parce que Hideg, ça fait déjà 2 fois qu'il pouvait servir. Donc on en parlera des compétences spéciales. Ouais, non, ça aide beaucoup, hein, super celle-ci. Ouais, donc juste le détail, c'est le nom du navire, c'est le Serpent ailé. Et oui. On nous donne 5 shurikens et donc on part en direction de l'île d'Abondance, qui est la prochaine étape avant notre route vers l'île des Songes en fait. Le Serpent ailé, qui est le capitaine? C'est Glaiva. Donc notre ami au début dans le premier volume qui nous accompagna sur le continent principal. Donc ça fait plaisir de retrouver un ami. Il est même devenu général. Hein. C'est vrai, promotion, il est devenu général. Et il m'invite à dîner en fait dans sa cabine privée, voilà, et échanger nos histoires. Et puis c'est un moment assez sympa de retrouvailles avant qu'on arrive. Il y a un petit détour en fait. Son navire peut pas aller tout de suite à l'île des Songes. Il doit s'arrêter en fait sur l'île d'Abondance. C'est ça. Voilà, donc après de l'île d'Abondance, petite marche pour arriver vers... Et là, on n'a pas besoin de navire, c'est plus des petits bateaux qui nous amènent vers l'île des Songes. En fait, c'est ça, on aborde à Lemné, on doit d'aller en direction de Iga pour prendre un bateau pour l'île des Songes paisibles. Ouais.
Donc ouais, c'est vrai que Glevas c'est bien parce que pour une fois c'est un allié, sachant qu'il combat l'armée de la damnation, donc c'est un ennemi d'Honoric et tout ça quoi. Ouais, donc parfait, hein, le très bon ami, j'espère qu'on le retrouvera dans la suite des volumes. Bah voilà, écoute, l'île d'Abondance, alors Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé toi sur l'île d'Abondance? Bah on arrive donc l'île d'Abondance, on arrive à Lemné, et là on se rend compte qu'en fait que la nouveauté dans l'univers d'Orb, il y a la présence des samouraïs, et c'est la présence des samouraïs rouges du seigneur Kiyamo. Alors en fait, l'île d'Abondance, c'est le Japon. C'est ça, c'est le Japon. Ouais, parce que les gens... De quelle époque alors? Sengoku. Sengoku. Exactement, on remarque par les détails qui nous sont donnés. Donc bien sûr, comme l'avait parlé Jean-Michel, hein, beaucoup sont inspirés des estampes. Hein, donc voilà, il y a pas mal de samouraïs qui vagabondent. Il y a des ronins, il y a des vendeurs de médecine orientale avec leurs sacs à dos qui sont ces grands coffres d'herbes et de tout à tout médical. Voilà, des gens charrettes de bœuf avec les kimonos et le serre-tête blanc. Donc voilà, tout de suite on se sent comme dans un film de samouraï. Donc ouais, assez sympa de découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, nous on doit traverser l'île pour rejoindre donc le port qui est à l'extrémité, qui se nomme donc Iga. On doit vite fait, donc à Lemné on est accueilli par les aristocrates quand même là, 12 éphyres. Mm-hmm. Donc rapidement, par contre, on a un message qui nous apprend que notre patrie est en danger. Donc là, c'est vrai qu'on reste pas longtemps chez les aristos. De toute façon, on n'avait rien à faire là. C'est ça, ouais. On traverse un petit village. Par contre, moi, avant d'arriver au village, je croise des ronins et des samouraïs, puis j'arrive en fait dans une ville qui est en train de brûler. Qui est complètement qui a été j'allais dire défoncé, mais qui a complètement été anéanti, ruiné. Et je remarque en fait qu'il y a une famille voilà, qui sont dans leur quarantaine, donc un homme et une femme qui sont en train de pleurer, qui sont attristés, et je viens les voir et ils me disent en fait que 3/4 de leurs biens, en fait tout leur riz a été volé par des brigands. Et donc on peut soit aller à l'encontre des brigands, prendre vengeance, ou soit justement, moi j'ai trouvé ce qui était plus sage, c'était de continuer notre chemin vers le temple de l'empereur, et une fois qu'on y est, on leur demandera justement d'envoyer des renforts pour protéger donc leur ville des brigands. Donc en arrivant au temple, voilà, on est accueilli comme un héros, hospitalité incroyable, et c'est l'empereur Kiyamo. Hein. Et tout de suite, je lui dis qu'il y a un village qui a besoin de leur aide, et par la suite, il envoie une guérison de ses soldats pour aider les villageois. Je lui dis bon, j'ai bien fait. C'est sûr que les samouraïs auront beaucoup plus de force que moi tout seul ninja. Hein. En fait, ouais, c'est même pas des gants, c'est pas des voleurs, des gangsters, des hors-la-loi par lesquels ils sont persécutés par un monstre qui a enlevé leur fille. Oui, un monstre qui a enlevé leur fille, ouais. Alors, tu veux savoir ce qui se passe si tu fais... Ah, t'es allé jouer le héros? Bah moi, avec mon grand cœur innocent, je suis tiens, laisse tomber, moi. C'est les parchemins avant tout, attends. Bah, monsieur, mais moi, j'arrêtais pas de me dire les parchemins avant tout, puis du coup, la dernière fois, j'avais tout loupé, là, le rêve et tout ça. Je me suis dit, là, on me propose un défi, j'ai envie de relever, qui est pas perso, que je peux aider, je sais pas, je vais y aller. Vas-y, alors raconte. En fait, ils me disent qu'ils sont persécutés par un monstre qui s'appelle Iena. Je vous là, déjà, ça va pas bien, quoi. Qui maîtrise un peu de magie aussi. Ouais, la magie, il va en avoir. Donc du coup, en fait, ce monstre, en plus, l'accompagné d'un sbire qui s'appelle Obakemono. Mm-hmm. Et tous deux, c'est des adeptes de Baal. Baal, c'est le seigneur des marches, donc c'est le seigneur de la mort, en gros. Donc je les traque, ça me mène à une caverne dans une montagne, avec une large entrée. Et en fait, je vois le premier, qui s'appelle Obakemono. Et en fait, c'est comme un lézard humanoïde gigantesque avec une grosse massue à pointe. Donc, la brute. On doit se croire dans Diablo. Le truc. La brute, quoi. Donc le truc, je me dis, je suis un assassin, c'est une grosse brute, je vais faire un assassinat, quoi. Un backstab, pas un backstab. Donc je me rapproche silencieusement, je lui grimpe dessus, je lui garotte avec une corde, je mets tout mon cœur. Rien. Rien. Le mec, ça lui fait rien, quoi. Alors du coup, je me barre. Il me poursuit même pas, le machin. Tellement il est stupide, quoi. Tu te mets dans des histoires pas possibles, toi. Ouais, déjà le truc, tu te dis le truc, je viens de le garrotter à coup de corde à la gorge. Le truc, il a pas bougé. Ouais, je suis bon. C'est bizarre, ils sont. Ouais, bon, je reste dans le coin et je vois que le mec, en fait, il y a la caverne, il y a la montagne. Mm-hmm. À l'intérieur de la caverne, il traverse un rocher. Et j'étais assez proche pour entendre le mot de passe pour ouvrir le rocher, c'était Baal. Donc, bon, c'est cool. Ces adeptes de Baal.
où du coup bah j'attends qu'il soit un peu éloigné, je donne le mot de passe pareil, balle, le rocher s'ouvre et assez rapidement je descends et je tombe dans une caverne pareil avec un hôtel et je vois un avatar de balle en statue qui est représenté, donc je me dis il ressemble à quoi? Balle? Ouais. Bonne question, la description est page 60. Bah, je sais pas, Baal, dans la mythologie, c'est mélangé au feu et monstruosité, il doit pas être sympa, quoi. Non, pas du tout. Ça, c'est la bestialité, c'est vraiment le démon des bassesses et des instincts malveillants, quoi. Ah, donc maintenant tu te le représentes comme tu veux, c'est encore plus sympa. Et là, donc, en plus de la statue, bah, je vois les filles des villageois, les vierges effarouchées, prêtes au sacrifice, parce que l'autel a l'air d'avoir déjà servi. Bon, j'en vois pas qui sont mortes, mais je les vois, quoi. Et en fait, le fameux hyéna, bah, c'est un reptile de 6 mètres de long, et sa tête, on dirait un métalleux avec les cheveux sales, dégueulasse. Il a une tête de métalleux à cheveux longs dégueulasse avec un corps de 6 mètres. Il est vraiment pas beau, hein. Le truc, déjà, au bakemono, il faisait peur, mais lui, il est carrément malsain. Là, on me propose pas mal de choses. Est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça? J'ai pas retenu tout, mais en gros, l'épée de ça. Ouais, l'épée dansante, la poudre éclair. Ouais, non, pas la poudre éclair. Est-ce que vous avez la technique de Kwon? Merde, t'as rien de tout ça, toi. Ou est-ce que vous avez peut-être les trucs empoisonnés? Ouais, est-ce que vous avez flèches empoisonnées? J'ai rien de tout ça. Mince. Et bah, du coup, bah. Bah, s'il y a un bout d'un moment, si tu vas les combattre, il t'éclate, hein, donc. Aïe, ouais, il faut quelque chose pour te donner. En fait, si t'as rien, t'es mort, quoi. Aïe. T'es mort, quoi. Donc après, du coup, j'ai fait comme toi. J'avais noté le carrefour, donc je suis retourné au palais. Je fais, ça pue là-bas. Les villageois et leurs filles ont été enlevées. Ce serait bien d'aller les aider. Et donc là, ouais, c'est le palais de Kiemono. Et là-bas, on rencontre quelqu'un de nouveau qui s'appelle Onikaba, qui est un guerrier en robe blanche et sa particularité, c'est qu'il a 2 longues épées. Je sais pas si tu te souviens de lui, bah, c'est un espèce de prince en fait. Ah, sympa. Non, je l'ai pas rencontré, lui. C'était dans le temple. Là, le temple où tu parlais de Kiyomo. Non, moi, je me souviens pas. Ok. Ouais, c'est juste pour dire. Bah, je pense que vu comment ils nous l'ont décrit, c'est peut-être qu'on le reverra. Ouais. Par la suite, ouais. Je sais qu'il y a Gorobei en fait qui nous attend au palais en fait. C'est ça, et en fait la grosse nouvelle, ouais, c'est qu'on a Gorobei, notre premier adversaire, notre training partner, on le retrouve, donc. Par contre, on est content de le retrouver, mais c'est pour des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est pour des mauvaises nouvelles. Alors, ce qu'on fait avant tout, c'est on confie tout de suite. Bon, comme on va commencer par les mauvaises nouvelles, Fred. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend? On apprend en fait qu'il y a un seigneur de guerre qui s'appelle Jikyu. Qui a installé camp pas loin sur le continent de l'île d'Abondance et qui justement est en train de, c'est un peu comme l'empire perse, hein, qui est en train d'éliminer un par un tous les empires du royaume de Orbe pour voler leurs richesses et puis agrandir leur armée pour régner. Le problème, c'est que ce sont vraiment des entités du mal, voilà, néfastes, négatives, et donc il faut qu'on les abatte tout de suite parce qu'ils veulent surtout détruire l'île des songes. Donc voilà, ce sont des hommes du mal. Donc l'empereur Kiyamo, voilà, nous demande en fait de partir, comme on est un ninja, de partir en mission d'assassinat et donc voilà, de tuer le seigneur Jikyu. Donc ça faut dire que c'était quand même assez inattendu. Ouais, ça sort de nulle part et en même temps c'est sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de construction à en arriver à ce point-là dans le scénario en fait. Non, mais ce qui veut dire en fait, c'est que le monde il évolue aussi en dehors de nous parce que le personnage, donc le seigneur Glavas, il y a une guerre qui est en train de se mener donc contre l'épée de la damnation. Lui, il vient de passer général. Ah mais attends, oui, j'ai oublié que l'un des hommes qu'on avait tué, en fait, c'était l'un des généraux de cette armée. Oui, c'était Honoric. De Yaemon, Honoric, voilà. Oui. Honoric, Non, mais c'est vrai, je me trompe. En fait, il y avait bien une construction au scénario de ce qui se passe. Alors, comme tu dis, c'est vrai, il y a une évolution à travers le livre, et ça, c'est chouette. Hein. On voit vraiment le monde on voit que les choses bougent, et nous, c'est vrai qu'on est dans notre quête, mais le monde autour de nous, il s'arrête pas de vivre. C'est ça. Et là, on s'amène vers un conflit ouvert. Bon, après, on a tué une tête de l'hydre, Yaemon, mais il y en a une autre qui va repousser. Et puis, je crois même qu'on va avoir un petit retournement de situation si j'ai bien compris. On va voir. Hein. Bah écoute, voilà, après avoir entendu ça, on se prépare pour les parties en mission d'assassinat la nuit et on confie à Gorobei, les parchemins. On peut lui faire confiance.
Alors moi je sais plus exactement, mais je m'en souviens que dans la version française, l'enchaînement des paragraphes, il y a eu un bug à ce moment-là, après les retrouvailles de Gorbay. Ils m'ont ramené quelque part qui avait rien à voir. J'ai eu une version PDF corrigée, justement, parce que là c'était problématique dans le livre. C'est la première fois que ça m'a posé vraiment problème, donc je le signale. C'est vrai que là c'est dommage. Et il y a aussi un problème comme ça dans La Montagne de Feu. Il y a des fois les paragraphes sont pas indiqués ou en fait c'est le mauvais numéro, donc c'est un peu difficile en fait parce qu'on se retrouve à fouiller pour se dire est-ce que ça c'est la suite, est-ce que ça c'est la suite. Et donc quand on était gamin, moi c'était un peu difficile, il y a pas internet, donc t'es obligé de discuter avec les autres potes à la cour de récré. Ouais, tu sais ce qui se passe. Oh putain, faut que t'aies un mec qui est lui-même. Bah c'est ça, et en fait qui sait comment réparer la rectification de la correction. Donc encore une fois, beau travail à nos auditeurs qui s'occupent justement de la traduction et réécriture et réajustement et puis amplification de beaucoup plus de choses dans les livres dont vous êtes le héros. D'où la nouvelle saga en fait des livres de sorcellerie de Steve Jackson. Donc voilà, on infiltre le camp Fred. C'est parti. Ouais, le camp armé de GTO. Yes. Écoute, moi de mon côté, j'infiltre le camp avec une petite distraction en lançant un bout de charbon dans un brasier. Voilà, ce qui attire l'attention des soldats. On va dire juste pour le cadre, il y a une sentinelle tous les 50 mètres. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait on en élimine une déjà qui se rapproche de la tente principale où on pense qu'il y a le seigneur de guerre. Donc je sors mon garrot. Hop, allez, on en tue un discrètement. Je coupe un trou à travers la toile de mon côté. Pour mieux observer la scène à l'intérieur. On porte son équipement aussi. On le garrotte et on se déguise avec ça. On se déguise en soldat, ouais. Et qu'est-ce que je vois à travers le trou? Je vois GKU qui est accompagné par l'un de ses stratégistes, Akira. Voilà, donc ils sont en train de préparer le plan de bataille. Alors moi je décide d'attendre un moment pour améliorer ma situation. Peut-être qu'Akira quittera la tente. Et voilà, je pourrais m'occuper de GKU. Mais pendant ma patience, je vois que le visage de GKU est en train de se déformer. Et il y a une sorte de brouillard maléfique. Alors, ce que je veux dire par maléfique, c'est un sorte de brouillard qui est en train de modifier son visage, qui est en train de lui donner un sorte de sourire néfaste, tu sais, des formes assez immondes, et quelque chose qui est en train de se passer. Et je me dis, en fait, voilà, il est en train de se transformer en être maléfique. C'est un sorte de démon. En fait, il y a quelque chose de trop petit pour être dans cette enveloppe. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la tente en sautant et tiens, je rentre dans la tente comme comment ça s'appelle? En Russie, tu sais, quand ils font la fête, ils disent Checky breaky. Checky breaky. Allez hop, je saute dans la tente. Et tu lances une shuriken. Attends, c'est quoi déjà? C'est... comment on dit fuck off en russe? Merde, je me souviens plus comment on dit... Enfin, bref. Nasvidania. Non, c'est pas Nasvidania. Oui. Tu es prête, c'est là? Je sais pas pourquoi je suis en train de... Suka bliad. Motherfucker. Soukabliad. Soukabliad. Allez hop, et checky breaky Soukabliad. Je saute dans la tente armé d'un shuriken et je me dis bon, il faut tout de suite que j'élimine la cible la moins puissante pour me laisser justement plus de concentration vers celle qui est plus forte, au cas où pour pas que je me fasse backstab. Donc je lance le shuriken en sautant à la gorge d'Akira. Et ce qui est assez cool parce que le shuriken rentre dans sa tranchée, lui coupe la jugulaire, ça commence à saigner partout, et c'est assez cool quoi. Ça explique que c'est en train de déchirer les tendons, enfin le one shot quoi. Et je me dis mais attends, mais la description dans le livre là, c'est comme un film Chambara, tu sais, c'est les Chambara, c'est les films de samouraï. Akira d'un coup de shuriken, franchement, c'est assez violent. Hein. C'est assez violent, c'est l'arme ultime. C'est ça, c'est. Donc, on en a 5 nouvelles. Moi, j'en ai 8 au total, donc vas-y, c'est pareil, bon. Je lance tous les 8 sur GKU. Mais bon, par la suite, voilà, il y a GKU qui commence en fait à se transformer, et là, il y a une excellente description avec une illustration
Oui, en train de se transformer dans sa forme de démon. Comme tu dis, son corps ne peut plus tenir. On voit une énorme bouche avec des yeux rouges et le sourire parcourt d'un bout de l'oreille à l'autre. Il y a quasiment pas de lèvres, c'est des dents. Il y a 3 rangées de dents, comme des requins, quoi. Il n'a pas de cou non plus. Il n'a pas de cou, ouais, voilà, c'est la masse, la tête tout de suite sur les épaules. En fait, il me fait penser à une version démoniaque de The Thing, tu sais, des 4 Fantastiques. Ah ouais, c'est ça. La chose, ouais. C'est ça, ouais, c'est un peu plus bouffi et dégueu, si c'est possible. Plus dégueu, parce qu'ils disent aussi qu'il y a une puanteur qui émane, et la déformation, c'est comme une peau de dinosaure. Page 294 d'illustration. Merci Fred. Non, très bien. Je suis au taquet. Donc, qu'est-ce que je fais? Il est en train de me charger, et Fred, là, je fouille dans ma pochette, et je lui lance la fiole d'acide du dieu Nil dans la bouche. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais, donc, et en fait, ça le fait fondre comme une masse putride. Et voilà, j'en profite pour m'échapper. Ouais, heureusement, parce que... Et toi, comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pareil, j'ai pas chanté la chanson russe. Moi, j'ai fait tada, Shuriken dans Akira, les entrailles. L'autre, il m'a saisi, là. Et tu me prends, j'ai fait, tu prends, toi? Tiens, prends ça. Bah écoute, voilà, on retourne vers le temple, déclaré à l'empereur Kiyamo, voilà, la bonne nouvelle. Quoi, le lendemain, on sera donc accompagné... la bonne nouvelle, c'est quand même... c'est pas trop une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on vient d'apprendre que le général adverse qui était contre nous était manipulé par son archer, et qu'en fait, c'était un gros démon. Donc, oui. Ça veut dire encore qu'il y a une tierce personne qui tire les ficelles. En fait, on a un ennemi qui s'avance, mais on a un autre ennemi en coulisses, et l'archer, du coup, comme on l'a tué, Akira, on sait pas trop... On sait pas trop ce qu'il en est. Si, on sait juste qu'en fait qu'on est poursuivi par les adeptes de Ville, de Némésis et de Vachereau. Donc en fait, on a 3 divinités qui sont contre nous. C'est le complot mandchourien. C'est des espions endormis en fait qui sont hypnotisés et puis ils sont activés avec un mot de passe, un code, et puis voilà, et en fait l'espion se réveille, ce qui s'apparaît souvent être un traître. Ouais, moi, ce qui m'embête plus, c'est que c'est des ninjas comme nous, et puis c'est des combattants, donc ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Donc là, on a tué la tête, mais bon, c'est pas forcément vraiment la tête, parce que on se rend compte qu'il était peut-être manipulé, donc voilà. Bah écoute, là, la nuit arrive, hein, donc on attend, il y a rien à faire, il faut d'abord qu'on amène les parchemins, Ketsuin, pardon. Le démon, on l'a reconnu, il s'était précisé que c'était un démon de Haramaru Kami. Ouais. Et en fait, c'est un démon de l'enfer, donc c'est quand même pas... Ouais, c'est une entité de l'enfer qui est arrivée sur Terre, ouais. Assez inquiétant. Qu'est-ce qui se passe, Fred, la nuit? On est réveillé, parce que voilà, on a trouble du sommeil, on n'arrive pas à s'endormir, on est déconcentré, donc on a le choix, soit on essaie de se rendormir, ou soit on se balade un petit peu pour se rafraîchir un peu et retrouver le sommeil. Je pense que là, moi, t'oublies quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais pas eu dans le premier bouquin, justement. C'est le rêve. On rêve de tigre. C'est vrai, moi c'est mon deuxième rêve de tigre. En fait, on prend un bain à une sorte de jacuzzi et on s'endort dans le bain et on commence à rêver en fait. Et on voit un tigre en fait qui apparaît, qui est bien heureux en train de dormir. Mais d'un coup, si je me trompe pas, Freddy s'énerve et il commence à s'agacer et il se retrouve à être en alerte et comme quoi il va s'attaquer à quelque chose. C'est ça, et en fait, le rêve se termine sur sa bouche ouverte en gros plan, et en fait, au fond de sa bouche noire, qu'est-ce qu'on aperçoit? Un assassin. Ouais, un assassin. Ouais. Et on se réveille. Voilà, au milieu de la nuit. Donc moi, j'ai décidé de marcher un petit peu la nuit. Et toi? Bah, de toute façon, on a le choix. Soit tu peux après un rêve comme ça, si tu te lèves pas pour faire un tour, bah c'est ça. C'est que t'es mal réveillé, quoi. Là, t'as un rêve, tu te réveilles parce qu'on te dit tiens, il y a un assassin. Moi, je me rendors pas. Bah non, tu te lèves. C'est ça. On se déplace un peu dans le château, on discute avec le commandant de la patrouille de garde de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je me suis retrouvé coincé dans une salle, comme quoi il y a quelqu'un qui essaye de m'enfermer, pendant qu'il y a une attaque, on entend des bruits, des fléchettes, donc je me dis, bon, il y a des gens qui sont assassinés. Donc j'utilise ma technique du crochetage pour sortir de cette salle, et qu'est-ce que je vois, en fait, en face de nous, on rencontre un ninja de la voix du scorpion. En fait, il y a des samouraïs morts, ouais. Ouais. Enfin, je l'imaginais comme ça, moi, rouge bordeaux un peu foncé, et il nous déclare qu'il est bien de la voix du scorpion. Et là, c'est assez cool dans le livre. On nous décrit vraiment un duel éclairé au clair de lune.
Ouais, puis même avant qu'il apparaisse, l'assassin, on sentait qu'il y a une petite ambiance où il se passe rien, tout en on sent que ça monte. Le calme avant la tempête. C'est ça, c'était pas mal fait, les dialogues, les petits bruits, les sentiments, la porte qui crochette, c'est le premier trouble. En plus, c'est la porte qu'on vient de quitter, donc c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est passé derrière nous. C'est ça, ouais. Et qui a essayé de nous enfermer, ouais. On s'en sortir les signes d'alerte au loin, ouais, donc tout ça c'est bien fait. Puis c'est vrai qu'après le duel qui commence, il est bien amené. Ouais. Donc on l'aperçoit et directement, qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il nous lance une shuriken. Il nous lance un shuriken. Moi j'arrive à l'esquiver. Je lui en lance un autre de ma part qui le frotte à l'épaule rapidement et j'en lance un deuxième qui lui fait un peu plus de dégâts. Par contre lui il charge vers moi avec son sabre et donc j'utilisais, on a des barres de fer là dans les manches de notre combinaison au cas où pour nous protéger. Donc je pars le coup du sabre, mais par contre ça me casse le bras. Comme il a sa garde qui est baissée, j'en profite pour lui faire un coup fatal à l'abdomen et donc ça le tue d'un coup. Quoi? Bon, arrête ton... Non, je plaisante. Je fais exprès pour t'emmerder. Bah non. Non, c'est un combat assez long. Moi, ça m'a pris quelques tours et j'ai bien morflé. Hein. Attends, moi je m'en souviens. Attends, là on disait on l'aperçoit. Donc il nous lance une shuriken, on le poursuit sur le... On le poursuit sur... Non, c'est ça. On l'aperçoit, on le poursuit sur les toits. Il jette la shuriken. Je l'esquive, mais je tombe du toit. Grâce à l'acrobatie, je me rétablis. Je le poursuis. Il me balance des fléchettes. J'arrive à l'esquiver de justesse. Là, j'apprends que c'est un ninja du scorpion. Il commence à m'enchaîner de coups une première fois. C'est lui en fait qui prend l'initiative du combat. On propose plusieurs fois de lancer du shuriken, ça sert à rien. Ouais, il l'est pas rasé facilement. Hein. Le mec, ouais, c'est en gros c'est toi mais en meilleur, donc c'est un peu chiant. Parce que moi du coup il m'a carrément balancé un œuf. Il y a un œuf qui nous balance et on utilise. Moi par contre j'ai eu de la chance et j'ai réussi à l'esquiver pour pas que ça éclate sur ma combinaison et en fait c'était un sorte de poivre gaz moutarde en fait qui était dans l'œuf caché pour aveugler son adversaire. Et moi c'est pareil, je l'ai intercepté. Bon, je crois pas qu'on puisse le retourner contre lui. Et ce qui se passe en fait à la fin, c'est que le mec il est balèze. En fait, il commence à prendre l'avantage sur toi. Et t'es obligé de parer sa lame à main nue. Oui, voilà, il nous charge coup tranchant du vertical. Ouais. Mais là, voilà, on a réussi à le fatiguer et on bloque la lame avec nos deux mains. Alors comme dans un film de ninja. Et voilà, donc ça stoppe la lame et là c'est là où je lui porte le coup fatal. Mais à savoir aussi, moi j'avais un bras cassé. Je sais pas comment j'ai pu faire tout ça. C'est ça, ouais, j'ai peut-être oublié le passage du bras passé, mais c'est vrai que le combat, en fait, au début, c'est lui qui a l'initiative, il nous emmène un peu où il veut, il joue avec nous au chat, après on le poursuit, tout ce qu'on fait, ça sert à rien, lui, il nous utilise les mêmes armes et ça nous fait chier. Tu tombes dessus, il t'enchaîne, c'est frustrant, puis t'es obligé de puiser dans tes ressources pour. C'est vraiment le combat final, tu le sens. Hein, là, il met tout dessus, et puis aussi comment il est mis en avant, tu sais comment il est développé, c'est carrément une scène de théâtre. Hein, c'est le climax du roman là. Moi, j'ai vu une scène d'action de film très très bien. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et ce livre, en fait, l'inspire pas mal. Hein. Tu sais, entre l'assassinat qui me fait penser aux jeux vidéo de la PlayStation, la Tenchu. Ah oui, exact. Tenchu on assassinait la noblesse japonaise. Je sais plus si c'était un shogun ou l'empereur, l'un ou l'autre. Mais voilà, ça me faisait penser à ça. Et là, après, il y a, voilà, comme je disais, les séquences de gore à la Chanbara. Et maintenant, là, on est complètement dans un combat de blockbuster américain sur des ninjas. Hein. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que on peut intercepter la... Ah oui, non, c'est qu'à d'aigle qu'on intercepte l'œuf, mais le final, c'est vraiment sympa. Ouais. Ah, Ninja Assassin, c'est un film. Ou d'ailleurs, je recommande pour les fans de ninja. Je crois que c'est une production japonaise-américaine. C'est un film bien gore, hein. Purée. Tiens, Fred, il faudrait que je t'en parle davantage. Oui, non, mais je sais, il a une espèce de cerf qui balance à distance. C'est ça, tu l'as vu le film alors? Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Il est cool. Ouais, il a l'air. il est bien violent, par contre. Il a l'air un peu foufou, quoi. Purée. En fait, ça raconte l'histoire d'un ninja de son entraînement d'enfance à. Si, en fait, j'ai dû le voir, mais. Et puis c'est assez cool parce que c'est des ninjas assez modernes de notre époque, donc ils ont pas de pistolet, mais c'est quand même les armures et tout, ça a l'air un peu plus, le design est beaucoup plus moderne en fait, enfin que comme c'est montré dans les romans et tout ce qui est conté, tout ce qui est romancisé.
Bah écoute, voilà, coup fatal. Et le lendemain, on attend, on se repose, et puis il y a Gorobei qui nous accompagne au port d'Iga. Et on est escorté par 5000 hommes. C'est ça. Comme ça, on est sûr de pas se retrouver, encore une fois, à quelqu'un qui veut nous assassiner ou voler les parchemins. Donc, bah écoute... Contre, on a une mauvaise nouvelle, par contre. On sait que... on parlait de... Il y a une guerre qui se monte entre... Ah oui, attends, parce que d'abord, on arrive à l'île des songes. Oui, c'est là-bas qu'on apprend ça. Voilà. Donc voilà, j'aime bien la description, comme quoi le navire touche le sable des plages de l'île. On voit qu'il fait beau, on rencontre l'un de nos maîtres, on a un grand festin qui a lieu, il y a des enfants qui jouent, les hommes et les femmes, les couples et tout le monde qui vient de l'île, les moines. On voit aussi Gorobei qui raconte, c'est marrant, il y a une petite description où lui en fait il raconte nos prouesses aux femmes qui viennent le voir. Une sorte de façon de draguer en parlant de nous. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il y a l'un de nos maîtres qui vient nous dire que GQ n'est pas mort, mais il s'est régénéré. Et avant de nous envoyer en mission d'assassinat, il va nous confier un grand secret. Qui sont nos parents? Et il y a Honoric aussi qui est vivant en fin de compte. C'est ça, du premier volume en fait. Donc hélas. Par contre, j'aime bien, faudra lire le 3e volume pour savoir quel est le secret. Donc ça me fait penser à une fin un peu à la Star Wars. C'est comme l'Empire contre-attaque où t'as envie de savoir ce qui va se passer, mais non, fin du film. Alors moi j'ai marqué révélation sur parents, mais j'en souviens pas. Bah non, on ne sait pas. Il faut lire le 3e volume pour qu'on sache. Ah c'est ça, on nous dit, c'est ça le climax. Ah, mais c'est ça, je te dis, c'est une excellente fin quoi. Je vais te dire qui sont tes parents. Et boum, fin du paragraphe. Super, non? Quelle excellente fin. À la fin du premier, on était en pleine action. Celui-ci, on est en pleine révélation. Pleine révélation, c'est parfait. Magnifique travail des écrivains. Super. Là, Mark et Jamie, bravo. Vraiment excellent ce 2e volume. Quelle aventure incroyable. Je peux te dire, entre les grottes des gobelins, toi qui allais visiter le pays des elfes, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pas mal de choses assez différentes l'un de l'autre, hein. Je remarque quand même, on se recroise plus que la dernière fois, j'ai l'impression, mais... On se croise il y a un peu plus de points communs, comme Wargrave. Les points communs, c'est vraiment une partie de la vallée de l'Accro. Voilà, l'île d'Abondance, bien sûr. Ouais, puis l'île d'Abondance, en fait, c'est ça, au début, c'est large choix, puis après, ça se resserre. C'est ça, en fait, c'est ça. Une fois qu'on arrive à l'île d'Abondance, là, tout se connecte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des critiques et comment est-ce que le roman était perçu? Le roman, comme au titre de toute la série, c'est considéré un peu comme un classique des livres de Von Zuttlero, faut le reconnaître. C'est comme une saga qui est reconnue. Donc, si on veut parler de critique, on va dire que si on devait faire une échelle, souvent j'ai vu plusieurs sites, on va ça tourne autour de 6,3 ou 7,5. Et donc ils sont plus ou moins contents de l'aventure. Ils trouvent que c'est une bonne suite du premier. Ce qu'ils apprécient, c'est justement, comme on a parlé du début, ou qu'on soit directement dans l'action, que ce soit directement la suite du précédent volume. Après, il y a ceux qui connaissent l'univers général des livres de héros, qui ont joué à d'autres livres. Si je me trompe pas, le titre c'est le Talisman de la mort, et on parlait de la rencontre avec le chevalier, les 2 clercs et le magicien. C'est un défi fantastique qui se passe aussi dans le monde de Orbe. C'est ça, et donc ce seraient des personnages je sais pas si on apercevrait ou qu'on jouerait dans cette aventure-là. Donc un gros clin d'œil. Donc c'est sympa pour ceux qui ont lu les 2. Nous on n'a pas profité de ce plaisir-là malheureusement. Le Talisman de la mort, qui est d'ailleurs la pochette avec la mort sur son cheval et qui porte des babouches. Oui, on a celle-ci mythique. Et donc il y avait plusieurs choses qui disaient. Alors si on allait, il parlait que donc le rythme. Il y en a beaucoup qui parlaient du rythme. Moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait du rythme. Il y a du rythme. Certains reprochaient quelques lenteurs au milieu. Faut dire il y a le départ du donjon qui était rythmé, la fin qui était rythmée. Ils reprochaient peut-être un peu le milieu, la traversée du continent. Moi je suis pas forcément d'accord. Il y en a qui ont parlé de la difficulté. Autant il y en a qui l'ont trouvé très dur et d'autres
trop facile. Alors, je trouve qu'on est loin des premiers défis fantastiques qui sont vraiment difficiles. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, celui-ci, il y a des romans qui pardonnent pas. Je veux dire, La Forteresse du Chaos, l'un des premiers livres dont vous êtes le héros, c'est le genre de truc où il y a des one-shot kills. Hein, je veux dire. Non, c'est pour ça. Moi, personnellement, je suis mort moins de fois que dans le premier. Je crois dans le premier, j'étais mort 6 fois. Je suis mort 2 fois. Ouais, donc, je suis même pas mort. Enfin, en vérifiant le sac là que je t'avais eu, il y avait le facehugger, mais ça, j'avais fait exprès de retourner en arrière. Mais oui, non, mais c'est ça. Des fois, tu notes des paragraphes et tu t'explores un peu. Non, mais... j'ai réussi l'aventure en une fois, quoi, sans mourir. Je peux dire que j'ai eu la chance au dé aussi. Hein. J'ai réussi tous mes tests de chance. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, donc ces critiques-là, on les connaît. Donc après, ils disaient qu'il y a des scènes mémorables. Donc le combat final contre le ninja qui était vraiment apprécié, qui était scénarisé. Le fait qu'il soit scénarisé, c'était. Ah ouais, la description du. Ouais, tout le monde a trouvé que l'ambiance, la description, c'était sympa. Ouais. Bah écoute, notre critique, Fred, justement, toi, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le roman, et puis qu'est-ce que t'en penses généralement alors? Alors moi, je trouve que dès le départ, c'était rythmé. La fuite m'a vraiment mis dans le bain. Moi, j'ai compté, en fin de compte, j'ai pas tué tant d'ennemis que ça. Hein. Si je compte, si j'enlève le dieu des origines qui est un showstrap, j'ai dû me combattre contre 4 ennemis vraiment, un vrai combat. Les autres, j'ai toujours pu m'en sortir avec la fiole contre le général Jikyu, le monstre. Les shurikens qu'on en éliminait pas mal, le fait que tu puisses les esquiver avec des acrobaties. Du coup, moi, j'ai pas fait beaucoup de combats et tout le temps, ouais, j'ai eu l'impression de courir, pressé par le temps. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et dans chaque endroit, c'était bien rythmé dans le sens où il y avait des lieux de repos, des lieux où on pouvait visiter, des lieux où où c'était des traquenards. Et ce choix-là, j'ai aimé. Et la fin avec l'assassinat de Jukyu qui venait en mission supplémentaire, j'ai trouvé ça bien trouvé. Et comme tu disais, ça a ramené une note supplémentaire. Moi, le seul bémol, c'est que j'ai l'impression que c'est une critique que j'avais vue aussi, c'est que c'est vrai que si t'as pas certaines disciplines et des compétences spéciales, moi je vois œil d'aigle, acrobatie, ça m'a pas mal servi. Je crois que si t'as fléchette empoisonnée, à un moment, ça peut te servir pas mal. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous, selon tes choix initiaux, on n'est pas tous à la même enseigne, et ça peut être dommageable parce que tu peux louper des choses juste à cause de ces manques-là, quoi. Donc plus une règle sur le gameplay en fait. Ouais, une petite règle, mais c'est vrai qu'après les compétences, tu peux en choisir 4. T'en peux en choisir 3, t'en gagnes une 4e. Bon, ça en fait pas mal. Mais il y a quand même certaines qui sont plus mises en avant. Après, il faudra voir sur la durée de la saga, mais. Je trouve que c'est vraiment une excellente aventure. J'ai trouvé que c'était vraiment une suite impressionnante, même beaucoup plus impressionnante que le premier volume. Le début de l'aventure, en effet, les choix à nous donner sont vraiment intéressants, et surtout le passage que j'ai eu dans les cavernes des gobelins, on sent vraiment l'inquiétude et le stress, en fait, la fatigue de notre personnage. J'aime beaucoup ces petites descriptions, en évitant le rappel à l'écriture et même la répétition d'utiliser les mêmes mots. Tout est compté dans une différente façon, et à chaque fois il y a le poids qui s'alourdit au fur et à mesure par les contextes et comment c'est expliqué. Et donc j'avais trouvé ça assez sympa, et c'est vrai qu'on profite vraiment, on est vraiment heureux une fois qu'on arrive dans ces chapitres ou des paragraphes où Ninja peut se reposer, se détendre, reprendre des points. On souffle un peu aussi, nous, le lecteur. Donc vraiment l'immersion nickel. Après, question gameplay, ouais, moi un truc qui me frustrait un peu, c'était il y avait beaucoup de demandes d'utilisation des poisons. Et moi j'avais pas du tout cette technique là, et je l'ai trouvé au moins 4 fois dans l'aventure, 4-5 fois même. Et je dis bon, merde, c'est vraiment le talent qu'il fallait pour ce deuxième volume. Bah ouais, je m'en souviens pas qu'on m'ait proposé, mais c'est possible une ou deux fois, et peut-être dans ton périple, peut-être encore plus. Ouais. 4-5 fois au moins, moi, dans le cheminement que j'ai pris, c'était incroyable. Mais en même temps, ça va, je veux dire, c'est un choix à prendre, mais c'est frustrant au bout de la 4e fois, tu te dis merde, encore une fois, je vais pas pouvoir faire ça, j'espère que je vais pas mourir. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est question de difficulté, voilà, même si on n'avait pas l'item ou la connaissance, on pouvait continuer l'aventure, c'était pas tout de suite fatal. Vraiment intéressant. Et un petit détail qui m'a bien plu, ça me faisait penser beaucoup à Loup Ardent, donc une autre série, c'est que quand on arrive à la fin du livre, donc là où il y a beaucoup plus de romancisation, de narration, on est beaucoup plus dans, comme si on lisait une fiction de base, hein, les paragraphes font 3-4 pages.
On n'est plus dans le petit paragraphe de 5 à 10 lignes. Et donc, on est vraiment en train de lire une histoire. Donc, c'est vrai, je sais qu'il y a des joueurs qui veulent continuer à choisir leur lancer, mais moi, je trouve ça sympa parce qu'on est en train de nous compter, en train de nous construire, en fait, le monde de Orb. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc on arrive, j'ai eu 5 ou 6 paragraphes en fait, où c'était pas des paragraphes, voilà 5 ou 6 entrées qui étaient plus des 3-4 pages. Donc ça faisait vraiment plaisir, c'était assez chouette. Donc moi, c'était vraiment une excellente expérience et j'aime beaucoup cette fin qui coupe juste avant la révélation de nos parents. Cette façon de dire que attention, il y a le danger qui arrive, il faut se préparer. Et donc ça, déjà, c'est en train de, en tant que lecteur, c'est en train de t'exciter. Tu dis super, le 3e volume, ça va être excellent. Et puis juste avant cela, on dit mais attends, je vais te révéler quelque chose d'important. Et là je me dis bon bah c'est parfait. Ils finissent en beauté. Et un autre livre que je me souviens qui avait fini en beauté, c'était le 2e volume d'une autre saga, donc Loup solitaire, où il y avait une attaque sur la plage à la fin, et en fait le 1er et le 2e volume se suivent parfaitement. C'est vraiment la fuite du mal, et à la fin la grande bataille. Et là ça me faisait penser à ça, donc sauf que voilà, construit d'une autre façon, mais c'était l'assassinat de cette représentation du mal, et puis après la fuite pour ramener les parchemins, et tu dis bah sans problème la suite. Et non, en fait, on rencontre plein d'événements et de choses qui continuent à bâtir le monde, et en même temps, on sent ce danger omniprésent des gens qui veulent nous voler les parchemins. Excellente aventure, et on verra ce qui se passe dans le 3e volume. Ouais, je pense qu'il va nous tuer, parce qu'il dit il y en a qui sont à notre poursuite, là, ceux qui sont de Nemesis, là, ouais. Vachereau et Vile. Nous, on a quoi comme collègue? Le grand seigneur. Les masses, ouais. Kiyamo, voilà. Moi, j'ai la botte secrète. Toi, je sais que tu l'as pas, donc tant pis pour toi. Hein. Moi, par contre, j'ai récupéré une dague de cristal. Pour l'instant, elle m'a servi à rien. Mais... Nice. Fred, aussi, on est renommé. Nous nous appelons plus Ninja, mais on sera connu sous le fléau de l'injustice. Ouais, un peu pompeux, mais... Ça peut le faire. Il nous donne un vrai fléau ou pas? Non, c'est notre nouveau nom, le fléau de la justice. Alors je sais pas, peut-être que ça sonne mieux en anglais, il faut voir. Ouais, je pense que c'est c'est un peu plus long. Ça donne quoi en anglais, fléau de la justice? Le FI. Non, bah voilà, écoute, excellente lecture. Donc par contre, quand est-ce qu'on lira le 3e volume? Bah, on va faire une petite pause dans l'univers de La Voix du Tigre. Voilà, sur le podcast, ceux qui nous écoutent depuis un moment, vous savez qu'on entame des sagas, mais on aime bien faire des pauses, et on y retourne un peu plus tard, comme on a fait sur Sorcellerie. Le 3e volume de Sorcellerie sera aussi à prévoir, ça viendra, mais on aime bien sauter un peu partout. Aussi, ça nous permet avec Fred de se rafraîchir et de pas trop être focalisé sur un univers pour mieux voir comment il est construit, et quand on retourne dedans, c'est aussi une nouvelle expérience et on voit des choses qu'on n'avait pas aperçues la première fois. Donc Fred, voilà, petite pause sur La Voix du Tigre. Et pour notre prochain livre, qu'est-ce qu'on prépare pour ceux qui veulent lire à l'avance? Pour ceux qui veulent lire à l'avance, c'est Rendez-vous avec la MORT. C'est ça, Rendez-vous avec la mort. Alors là, c'est parfait parce que c'est l'époque des blockbusters, des films de super-héros. Alors là, autant qu'on enregistre le podcast, le nouveau Captain America Civil War vient de sortir au cinéma. On est à fond dans la saga des super-héros, Marvel et DC, Batman, Superman, les derniers qui étaient sortis, je me trompe pas, genre Ant-Man. Enfin ça, c'est fou. C'est l'époque des super-héros partout, et on en profite, nous, pour lire justement le défi fantastique qui se base sur l'univers des super-héros. Et moi, j'ai un côté nostalgique avec celui-ci. Ah, c'était ton premier livre dont vous êtes le héros, non ? Alors, je sais pas si c'était le premier, mais c'est celui qui m'avait le plus marqué, bizarrement. Parce qu'à l'époque, j'étais à fond super-héros, moi maintenant, c'était l'overdose, mais bon. Et ouais, celui-ci, ça va être le côté nostalgique. Alors, on va le faire sous toutes les coutures. C'est ça. Et puis, justement, tu pourras nous partager ton expérience et comment tu l'as découvert et ce qui t'avait marqué. Donc voilà. Mais avant cela, voilà, le prochain épisode sera le spécial pop culture sur la saga des jeux Nintendo. Et puis voilà, on se retrouvera pour un nouvel épisode sur un livre dont vous êtes le héros. Voilà, auditeurs, sur ce, on vous quitte sur un morceau de Jupiter 8 qui s'appelle donc Ring of Destiny pour finir notre première saga sur La Voix du Tigre. Fred, sur ce, je te dis ninja. Et ninja. On disparaît pendant un petit moment avant de se retrouver bien plus tard dans La Voix du Tigre. Et en pleine forme et affûté. Exactement. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt, mec, et bonne soirée, chers auditeurs. Ciao. Salut tout le monde.